Vous pensez sûrement que je cache un lourd secret, n'est-ce pas? Vous avez raison. Mon nom est Thomas. J'ai 32 ans aujourd'hui. Et il y a 3 ans, j'ai fait quelque chose que personne ne devrait jamais faire. J'ai enterré vivant mon beau-frère, Marc. Oui, vous avez bien entendu. Vivant. Je l'ai laissé dans un trou sous la terre humide, à 4 mètres de profondeur, dans une forêt où personne ne passe jamais. Ses cris résonnent encore dans ma tête, chaque nuit, comme un écho qui refuse de disparaître. Mais avant que vous me jugiez, avant que vous pensiez que je suis un monstre, laissez-moi vous raconter pourquoi j'ai fait ça. Parce que la vérité, la vraie vérité, elle est bien plus terrifiante que ce que vous imaginez. Marc n'était pas l'homme que tout le monde croyait. Derrière son sourire charmant, derrière ses costumes impeccables et ses discours pleins de compassion, se cachait quelque chose de sombre, quelque chose qui a détruit ma vie, celle de ma sœur et celle de tant d'autres. Ce jour-là, dans cette forêt, j'ai pris une décision que je ne regrette pas une seule seconde. Alors installez-vous, respirez profondément et écoutez-moi jusqu'au bout, parce que cette histoire va vous glacer le sang. Elle va vous faire questionner tout ce que vous croyez savoir sur la justice, sur la famille et sur ce qu'un être humain est capable de faire quand il n'a plus le choix. Vous êtes prêts? Alors commençons. Tout a basculé un mardi soir de novembre. Un soir ordinaire en apparence. Mais ce soir-là, j'ai découvert une vérité qui a changé ma vie à jamais. Une vérité qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Un homme qui a enterré vivant son propre beau-frère et qui recommencerait sans hésiter si c'était à refaire. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Laissez-moi vous emmener dans les ténèbres de cette histoire, dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, là où la morale s'effondre, là où la vengeance devient justice, là où j'ai perdu mon innocence, là où Marc a perdu bien plus que ça. Il a perdu le droit de respirer, le droit de vivre, et je ne ressens aucune pitié, aucune, parce que ce qu'il a fait est impardonnable. Absolument impardonnable. Vous allez comprendre. Bientôt, très bientôt. Accrochez-vous. Cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. Elle n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort. Elle est pour ceux qui veulent connaître la vérité brute, la vérité qui paralysera votre esprit, qui vous hantera pendant des jours, qui vous fera regarder les gens autour de vous différemment, parce qu'après cette histoire, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Jamais. Alors, êtes-vous vraiment prêt à entendre ce que j'ai à dire? Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi j'ai fait l'impensable? Très bien. Commençons par le commencement. Commençons par le jour où Marc est entré dans ma vie. Le jour où tout a commencé à se dégrader. Le jour où le cauchemar a pris racine. Il y a 6 ans, ma sœur Élise a rencontré Marc lors d'un gala de charité. Elle avait 24 ans, lui 35. Il était avocat, spécialisé dans la défense des victimes de violences domestiques. Ironique, n'est-ce pas? Un homme qui prétendait protéger les faibles, qui se présentait comme un défenseur des opprimés. Tout le monde l'admirait. Mes parents l'adoraient. Ils disaient qu'Élise avait de la chance d'avoir trouvé un homme aussi exceptionnel, aussi généreux, aussi intelligent. Moi aussi, au début, j'étais impressionné. Marc avait ce charisme naturel, cette façon de parler qui vous donnait l'impression qu'il comprenait tout, qu'il était toujours du bon côté de l'histoire. Il m'invitait à boire des bières, on parlait de sport, de politique, de tout et de rien. Il me donnait des conseils pour ma carrière. Il se comportait comme un grand frère. J'avais confiance en lui. Une confiance totale. Aveugle même. Élise et Marc se sont mariés 2 ans après leur rencontre. Un mariage de rêve. 300 invités. Un château dans la campagne, des fleurs partout. Un orchestre. Ma sœur rayonnait. Elle n'avait jamais été aussi heureuse. Je me souviens de son sourire ce jour-là. Un sourire pur, innocent. Elle croyait avoir trouvé l'homme de sa vie, l'homme qui la protégerait, qui l'aimerait inconditionnellement. Nous étions tous heureux pour elle. Personne ne voyait ce qui se cachait derrière le masque. Personne. Les premiers mois de leur mariage semblaient parfaits. Ils voyageaient, ils organisèrent des dîners, ils affichaient leur bonheur sur les réseaux sociaux, mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des détails étranges, des petites choses qui ne collèrent pas. Élise devenait plus discrète, plus réservée. Elle souriait moins. Elle évitait mon regard quand je lui posais des questions sur sa vie de couple. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle répondait toujours la même chose. Oui, tout va bien. Marc est merveilleux. Mais sa voix tremblait légèrement. Ses yeux ne mentaient pas. Il y avait quelque chose qu'elle ne me disait pas. Quelque chose qu'elle gardait enfoui. J'ai essayé de creuser, mais elle se fermait comme une huître. Marc, lui, continuait à jouer son rôle à la perfection. Toujours souriant, toujours attentionné en public.
Il amenait des fleurs à ma mère, il aidait mon père avec des projets de rénovation. Il était l'incarnation du gendre idéal. Personne ne remettait en question son intégrité. Personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Mais moi, j'avais ce sentiment étrange, cette petite voix dans ma tête qui me disait que quelque chose clochait, que Marc n'était pas celui qu'il prétendait être. Je ne savais pas encore à quel point j'avais raison, à quel point cette intuition allait se révéler juste et terrifiante. Un soir, Élise est venue chez moi en pleine nuit. Il était 2 heures du matin. Elle pleurait, ses mains tremblaient. Elle avait un bleu sur la joue, un bleu qu'elle essayait de cacher sous une écharpe. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle a éclaté en sanglots. Elle m'a dit qu'elle était tombée dans les escaliers, mais je savais qu'elle mentait. Je le voyais dans ses yeux, dans sa respiration saccadée, dans la façon dont elle évitait mon regard. Marc l'avait frappée, j'en étais certain, mais elle refusait de l'admettre. Elle défendait encore son mari. Cette nuit-là, j'ai voulu appeler la police. J'ai voulu confronter Marc immédiatement. Mais Élise m'a supplié de ne rien faire. Elle m'a dit que c'était un malentendu, que Marc traversait une période difficile au travail, qu'il était stressé, qu'il ne recommencerait plus. Elle m'a fait promettre de ne rien dire à nos parents, de ne rien dire à personne. J'ai accepté, à contre-cœur, mais j'ai gardé un œil sur elle. Je l'appelais tous les jours. Je passais chez eux sans prévenir. Marc jouait toujours la comédie. Il était poli, accueillant. Il me serrait la main avec un sourire chaleureux. Il me parlait de ses affaires, de ses succès au tribunal. Il me montrait des photos de leurs vacances. Tout semblait normal, trop normal. Comme si cette normalité était calculée, mise en scène. Comme si Marc savait exactement comment me manipuler, comment manipuler tout le monde. Les mois ont passé. Élise continuait à porter des vêtements qui couvraient ses bras, son cou. Elle portait du maquillage épais pour cacher les marques. Elle souriait de moins en moins. Elle perdait du poids. Ses yeux étaient cernés, vides. Elle ressemblait à un fantôme, à une coquille vide. Et moi, je me sentais impuissant, parce qu'elle refusait mon aide, parce qu'elle protégeait encore ce monstre, parce qu'elle avait peur, une peur viscérale, une peur qui la paralysait complètement. Un jour, j'ai décidé de suivre Marc. Je voulais savoir ce qu'il faisait quand il n'était pas avec Élise. Je voulais trouver des preuves, quelque chose que je pourrais utiliser pour la convaincre de le quitter, ou pour le faire arrêter. Ce que j'ai découvert ce jour-là a dépassé mes pires cauchemars. J'ai suivi Marc jusqu'à un petit appartement dans un quartier discret de la ville. Il est entré avec une clé. Il avait l'air détendu, comme s'il rentrait chez lui. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai regardé par la fenêtre. Ce que j'ai vu m'a donné envie de vomir. Marc n'était pas seul. Il y avait une jeune femme avec lui. Elle avait l'air très jeune, trop jeune. Elle pleurait. Elle était recroquevillée dans un coin du canapé. Marc lui parlait doucement, mais son langage corporel était menaçant. Il se penchait vers elle, trop près. Il la touchait. Elle reculait. Elle avait peur, exactement comme Élise. J'ai compris à cet instant que ma sœur n'était pas sa seule victime, que Marc avait un côté encore plus sombre que ce que j'imaginais, que derrière son masque d'avocat respectable se cachait un prédateur, un homme dangereux, un homme qui détruisait des vies sans aucun remords. Mon sang s'est glacé, mes mains tremblaient. J'ai pris des photos avec mon téléphone. J'ai filmé ce que je pouvais. J'avais enfin des preuves concrètes. Mais que pouvais-je faire avec ça? Aller voir la police? Montrer les photos à Élise? Je savais qu'elle ne me croirait pas, qu'elle trouverait une excuse, qu'elle défendrait encore Marc, parce qu'il l'avait complètement manipulé, complètement brisé. J'étais face à un dilemme moral terrible. Dénoncer Marc signifiait potentiellement détruire ma relation avec ma sœur. Ne rien faire signifiait la laisser entre les mains d'un monstre et laisser d'autres victimes souffrir. Je ne savais plus quoi faire. J'étais perdu, déchiré. Je m'appelle Thomas Moreau. J'ai 32 ans aujourd'hui. Je suis ingénieur en informatique. J'ai un appartement confortable, une vie stable, ou du moins, c'est ce que je pensais avoir. Avant que Marc n'entre dans ma vie, avant qu'il ne transforme mon existence en cauchemar. Je suis né dans une famille ordinaire. Mes parents, Jean et Marie, sont des gens simples, honnêtes. Mon père était mécanicien, ma mère institutrice. Nous vivions dans une petite maison en banlieue. Élise est ma seule sœur. Elle a 3 ans de moins que moi. Nous avons toujours été proches, très proches. Quand nous étions enfants, je la protégeais des autres enfants qui se moquèrent d'elle. Elle était timide, réservée. Elle avait du mal à se faire des amis. Moi, j'étais son confident, son protecteur. Je me souviens qu'elle me disait « Toi, tu seras toujours là pour moi, Thomas. Toujours. » Je lui avais promis que oui, que je la protégerais toujours, que personne ne lui ferait jamais de mal. Mais j'ai échoué. J'ai laissé Marc entrer dans sa vie. J'ai laissé ce monstre la détruire.
Et ça, je ne me le pardonnerai jamais. Jamais. Quand Élise a rencontré Marc, j'étais heureux pour elle. Elle méritait d'être heureuse. Elle méritait de trouver quelqu'un qui l'aime. Marc semblait être cet homme. Il était intelligent, cultivé, attentionné. Il faisait rire Élise. Il la faisait sourire. Je me disais que c'était parfait, que ma sœur avait enfin trouvé sa place. Mais je me trompais. Tellement. Marc n'était pas celui qu'il prétendait être. Il jouait un rôle qu'il maîtrisait à la perfection. Il savait exactement comment séduire, comment gagner la confiance des gens, comment les manipuler. Il avait étudié le comportement humain pendant toute sa carrière d'avocat. Il savait quel bouton presser, quelle faille exploiter. Et Élise, avec sa fragilité, avec son besoin d'amour et de validation, était une proie facile pour lui, une victime parfaite. Au début, Marc se montrait parfait. Il offrait des cadeaux à Élise, il l'emmenait dans des restaurants chics, il lui écrivait des poèmes, il la couvrait d'attention. Elle était sur un nuage. Nos parents aussi étaient sous le charme. Ma mère disait « Marc est un homme exceptionnel. Élise a vraiment de la chance. » Mon père ajoutait « C'est un homme d'honneur. Il prendra soin d'elle. » Ils avaient tort, tellement tort. Mais comment aurait-il pu savoir? Marc était un acteur consommé, un manipulateur de génie. Il savait exactement comment jouer son personnage, comment maintenir son masque. Pendant le mariage d'Élise et Marc, j'ai prononcé un discours. J'ai dit que j'étais fier de ma sœur, que j'étais heureux qu'elle ait trouvé quelqu'un comme Marc, que je savais qu'il prendrait soin d'elle, que je lui faisais confiance. Aujourd'hui, quand je repense à ce discours, j'ai envie de vomir. J'ai envie de remonter le temps et de me gifler, de me hurler dessus, de me dire « Ouvre les yeux, Thomas, regarde vraiment qui est cet homme. » Mais à l'époque, je ne voyais rien, rien du tout. J'étais aveuglé par l'image que Marc projetait, par son charisme, par son apparence respectable. Je ne voyais pas le prédateur qui se cachait derrière, le monstre qui attendait le bon moment pour montrer son vrai visage, pour détruire ma sœur, pour détruire tant d'autres vies. Et quand j'ai enfin compris, il était presque trop tard. Presque. Les premiers signes de la vraie nature de Marc sont apparus environ 6 mois après le mariage. Élise est venue déjeuner chez moi un dimanche. Elle avait l'air fatiguée, préoccupée. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle a hésité avant de répondre. Elle a dit « Marc est juste un peu jaloux parfois. Mais c'est normal, non? Ça veut dire qu'il tient à moi. » J'ai senti une alarme sonner dans ma tête. La jalousie excessive n'est jamais un bon signe. Mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas la brusquer. Je ne voulais pas qu'elle se referme. Alors j'ai juste hoché la tête et changé de sujet. Grave erreur. J'aurais dû insister. J'aurais dû lui faire comprendre que ce n'était pas normal, que la jalousie maladive est souvent le premier signe d'une relation toxique. Mais je ne l'ai pas fait, et je le regrette, profondément. Quelques semaines plus tard, j'ai remarqué qu'Élise ne répondait plus aussi rapidement à mes messages. Elle annulait nos rendez-vous. Elle disait qu'elle était occupée, que Marc et elle avaient des projets. Mais sa voix manquait d'enthousiasme. Elle sonnait creuse, mécanique, comme si elle récitait un texte appris par cœur. Quand je passais chez eux, Marc était toujours là, toujours présent. Il ne nous laissait jamais seuls, Élise et moi. Il s'incrustait dans nos conversations. Il répondait à la place d'Élise. Il la coupait quand elle parlait. Et elle baissait les yeux. Elle se taisait. Elle laissait Marc prendre le contrôle. C'était subtil, tellement subtil que nos parents ne remarquaient rien. Mais moi, je voyais. Je voyais comment Marc était en train d'isoler ma sœur, comment il coupait progressivement les liens qu'elle avait avec nous, avec moi, avec sa propre famille. C'est une technique classique des manipulateurs. Isoler la victime pour mieux la contrôler, pour qu'elle n'ait plus personne vers qui se tourner, plus personne pour lui ouvrir les yeux. Marc savait exactement ce qu'il faisait. Il suivait un plan méthodique, un plan diabolique. Un soir, j'ai reçu un appel d'Élise. Il était tard, presque minuit. Elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle et Marc s'étaient disputés, qu'il lui avait dit des choses horribles, qu'il l'avait traité de tous les noms, qu'il l'avait accusé de le tromper, ce qui était absurde. Élise n'aurait jamais fait ça. Elle était totalement dévouée à Marc. Mais il utilisait cette accusation pour la culpabiliser, pour la faire douter d'elle-même, pour la briser psychologiquement. J'ai voulu venir la chercher immédiatement. Mais elle m'a dit que ce n'était pas nécessaire, que Marc s'était calmé, qu'il s'était excusé, qu'il avait pleuré, qu'il lui avait promis que ça n'arriverait plus. Le cycle classique de la violence. Agression, excuse, réconciliation, puis recommencement. Un cycle infernal dont il est difficile de sortir. Surtout quand on aime la personne qui nous fait du mal. Surtout quand on a été manipulé pour croire que c'est de notre faute, que nous méritons ce traitement, que nous sommes responsables. Marc était un expert dans cette manipulation.
Il faisait croire à Élise que c'était elle le problème, que si elle changeait, si elle était plus compréhensive, plus obéissante, tout irait bien, qu'il ne se mettrait plus en colère, qu'il ne la frapperait plus. Oui, il la frappait. J'en avais maintenant la certitude. Mais Élise refusait de l'admettre. Elle protégeait encore son bourreau. Et moi, je me sentais de plus en plus impuissant, de plus en plus en colère, contre Marc et contre moi-même. J'ai commencé à faire des recherches sur Marc, sur son passé, sur ses relations précédentes. J'avais besoin de savoir qui était vraiment cet homme. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Marc avait été marié avant Élise. Une information qu'il n'avait jamais partagée avec ma famille. Il avait soigneusement caché cette partie de son passé. Pourquoi? Que s'était-il passé avec sa première femme? J'ai réussi à retrouver son nom. Sophie Lemoine. Elle vivait maintenant dans une autre ville, à plusieurs centaines de kilomètres. J'ai pris une journée de congé et je suis allé la voir, sans prévenir. J'avais besoin de réponses. Quand Sophie m'a ouvert la porte, j'ai vu la peur dans ses yeux, une peur viscérale. Elle m'a demandé qui j'étais. Quand je lui ai dit que j'étais le beau-frère de Marc, son visage est devenu blanc. Elle a voulu refermer la porte, mais je l'ai suppliée de me parler. Je lui ai dit que ma sœur était en danger, que j'avais besoin de savoir la vérité. Finalement, elle m'a laissé entrer. Nous nous sommes assis dans son salon. Elle tremblait. Ses mains s'agitaient nerveusement. Elle a pris une grande respiration et elle a commencé à parler. Ce qu'elle m'a raconté était pire que tout ce que j'avais imaginé. Sophie et Marc avaient été mariés pendant 3 ans. Au début, tout semblait parfait. Marc était charmant, attentionné, généreux, mais après quelques mois, il a changé. Il est devenu jaloux, possessif, violent. Il la frappait, il la violait, il la menaçait de mort si elle le quittait. Il lui disait que personne ne la croirait, qu'il était avocat, qu'il avait des relations, qu'il détruirait sa réputation. Sophie a essayé de partir plusieurs fois, mais Marc la retrouvait toujours. Il utilisait ses compétences juridiques pour la terroriser. Il déposait des plaintes bidons contre elle. Il manipulait le système. Il la faisait passer pour folle, pour instable. Finalement, Sophie a réussi à s'enfuir. Elle a changé de ville, de nom, elle a disparu. Et Marc, de son côté, a fait comme si elle n'avait jamais existé, comme si leur mariage n'avait jamais eu lieu. Il avait effacé toute trace de Sophie de sa vie, pour pouvoir recommencer, pour trouver une nouvelle victime. Et cette nouvelle victime, c'était ma sœur, Élise, mon unique sœur, celle que j'avais promis de protéger. Sophie m'a montré des photos de ses blessures, des cicatrices, des rapports médicaux, des témoignages qu'elle avait rassemblés mais qu'elle n'avait jamais osé utiliser. Elle avait trop peur que Marc ne la retrouve, trop peur qu'il ne la tue, parce qu'elle savait qu'il en était capable, qu'il était un psychopathe, un homme sans empathie, un homme dangereux. Elle m'a dit « Sauvez votre sœur, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne la détruise complètement, ou pire. » Ces mots résonnent encore dans ma tête. Ou pire. Qu'est-ce qui pouvait être pire que ce qu'Élise vivait déjà? La mort? Oui, la mort. Sophie pensait que Marc était capable de tuer, qu'il franchirait cette ligne si on le poussait trop loin, si sa victime essayait de s'échapper, si elle menaçait son image publique, son statut social, sa carrière. Marc était prêt à tout pour protéger son masque, même à tuer. Cette révélation m'a paralysé. Qu'est-ce que je pouvais faire avec ces informations? Aller voir la police? Mais Sophie refusait de témoigner. Elle avait trop peur. Et sans son témoignage, mes accusations ne tiendraient pas. Marc était un avocat respecté. Moi, je n'étais qu'un ingénieur lambda. Qui me croirait? Je suis rentré chez moi complètement bouleversé. J'avais les preuves que Marc était un monstre. Mais je ne pouvais rien faire avec. J'étais pris au piège. J'ai essayé de parler à Élise. Je lui ai dit que j'avais découvert des choses sur le passé de Marc, que je savais qu'il avait été marié avant, qu'il avait été violent avec sa première femme. Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés, puis elle s'est mise en colère. Elle m'a dit que j'inventais des histoires, que je voulais détruire son mariage, que j'étais jaloux de son bonheur. Marc lui avait déjà raconté une version de son premier mariage. Il lui avait dit que sa première femme était instable, qu'elle l'avait trompé, qu'elle avait essayé de le ruiner, qu'il avait dû divorcer pour se protéger. Élise avait gobé chaque mot, chaque mensonge. Marc l'avait conditionné à ne croire que lui, à rejeter toute information qui contredisait sa version des faits. J'ai essayé d'insister, de lui montrer les photos que Sophie m'avait données. Mais Élise a refusé de les regarder. Elle s'est levée et elle est partie. Elle ne m'a plus adressé la parole pendant 2 mois. 2 longs mois pendant lesquels j'ai vécu dans l'angoisse, ne sachant pas ce que Marc lui faisait, ne sachant pas si elle était vivante ou morte. Marc avait gagné cette bataille. Il avait réussi à me couper d'Élise, à la retourner contre moi, à l'isoler complètement.
J'étais désespéré. Je ne savais plus quoi faire. Je me sentais inutile, impuissant. J'ai consulté un avocat pour voir quelles options légales j'avais. Il m'a dit qu'il n'y en avait aucune, que je ne pouvais pas forcer Élise à quitter Marc, que je ne pouvais pas porter plainte à sa place, que tant qu'elle ne demandait pas d'aide, je ne pouvais rien faire. C'était comme regarder quelqu'un se noyer sans pouvoir lui tendre la main. C'était insupportable. J'ai sombré dans une dépression. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Je passais mes journées à tourner en rond, à chercher des solutions. Mais il n'y en avait pas. Pas de solution légale, du moins. Et c'est là que l'idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée terrible. Une idée que je n'aurais jamais cru envisager. Si le système ne pouvait pas protéger ma sœur, si la loi ne pouvait rien faire contre Marc, alors peut-être que je devais prendre les choses en main. Moi-même, d'une manière différente, d'une manière définitive. J'ai commencé à suivre Marc, à observer ses routines, ses habitudes, où il allait, ce qu'il faisait, qui il voyait. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'appartement. L'appartement où il emmenait d'autres femmes, d'autres victimes. J'ai découvert qu'il n'y avait pas qu'Élise, qu'il avait plusieurs femmes sous son emprise, certaines très jeunes, à peine majeures. Marc était un prédateur en série, un homme qui détruisait des vies systématiquement, méthodiquement, sans aucun remords. Et personne ne savait, personne ne se doutait de rien, parce qu'il était trop intelligent, trop prudent, trop manipulateur. Il choisissait des victimes vulnérables, des femmes isolées, sans réseau de soutien solide, des femmes qui ne seraient pas crues si elles parlaient, des femmes qui avaient peur, trop peur pour agir. J'ai compris à ce moment-là que Marc ne s'arrêterait jamais, qu'il continuerait à détruire des vies tant qu'on le laisserait faire, que la seule façon de l'arrêter était de l'éliminer. Complètement, définitivement. Cette pensée me terrifiait. Mais elle me donnait aussi un étrange sentiment de clarté, de détermination. Pour la première fois depuis des mois, je savais ce que je devais faire. J'ai passé plusieurs semaines à planifier, à réfléchir, à peser le pour et le contre. Pouvais-je vraiment faire ça? Pouvais-je vraiment tuer quelqu'un? Même quelqu'un comme Marc? Je n'étais pas un criminel. Je n'avais jamais fait de mal à personne. J'étais un homme ordinaire, avec une vie ordinaire. Mais les circonstances n'étaient pas ordinaires. Marc n'était pas une personne ordinaire. C'était un monstre. Et les monstres doivent être arrêtés, par n'importe quel moyen nécessaire. J'ai commencé à chercher des informations sur Internet, comment faire disparaître quelqu'un sans laisser de traces, comment planifier un meurtre parfait. Je savais que c'était dangereux, que je pouvais être surveillé. Alors j'utilisais des VPN, des ordinateurs publics, des connexions anonymes. Je prenais toutes les précautions possibles. J'ai appris beaucoup de choses, sur la médecine légale, sur les enquêtes criminelles, sur les erreurs que font les meurtriers. J'ai étudié comme si je préparais un examen de vie ou de mort, parce que c'était exactement ça. Si je réussissais, Marc disparaîtrait et ma sœur serait libre. Si j'échouais, je finirais en prison, et Marc continuerait à détruire des vies. L'échec n'était pas une option. Je devais réussir, coûte que coûte. J'ai décidé que l'enterrement vivant serait la méthode. Pourquoi? Parce que c'était poétique, d'une certaine manière. Marc enterrait vivantes les âmes de ses victimes. Il détruisait leur identité, leur estime de soi, leur volonté de vivre. Alors il était juste qu'ils connaissent le même sort, littéralement. Et aussi parce que c'était une méthode qui ne laisserait pas de traces de violence évidentes. Pas de sang, pas de blessures par arme. Juste un homme qui disparaît, qui pourrait être parti n'importe où, qui pourrait avoir fui, qui pourrait avoir été victime d'un accident. Les possibilités étaient infinies, et l'enquête, si elle avait lieu, serait complexe. J'ai trouvé l'endroit parfait. Une forêt isolée, à 2 heures de la ville. Un endroit où personne ne va jamais, où personne ne passerait par hasard. J'ai acheté une pelle, une lampe frontale, des gants, tout le matériel nécessaire. Je les ai cachés dans ma voiture. Puis, j'ai attendu le bon moment. Le bon moment pour mettre mon plan à exécution. Ce moment est arrivé un vendredi soir. Élise m'a appelé. Pour la première fois depuis 2 mois. Elle pleurait. Elle m'a dit que Marc l'avait frappée violemment, qu'elle avait peur, qu'elle voulait partir, qu'elle avait besoin de mon aide. J'ai senti mon cœur bondir. Enfin, elle ouvrait les yeux. Enfin, elle était prête à s'échapper. Je lui ai dit de venir chez moi, que je la protégerais, qu'elle ne risquait plus rien. 1 heure plus tard, elle était là. Son visage était tuméfié. Son œil gauche était presque fermé. Sa lèvre inférieure était fendue. Elle avait des marques de strangulation sur le cou. Marc avait failli la tuer. Cette fois, il était allé trop loin. Beaucoup trop loin. J'ai pris Élise dans mes bras. Je l'ai rassurée.
Je lui ai dit que tout allait s'arranger, que je m'occuperais de tout. Elle s'est endormie sur mon canapé, épuisée, brisée, et moi j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à Marc, un message qui allait tout changer, un message qui allait sceller son destin. J'ai écrit « Marc, il faut qu'on parle. Élise est chez moi, elle m'a tout raconté. On doit régler ça comme des hommes. Retrouve-moi demain soir, 22h, à l'entrée de la forêt de Saint-Michel. Viens seul. » J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai attendu. Mon cœur battait à tout rompre. Mes mains tremblaient. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'avais franchi la ligne. J'étais devenu un homme capable de tuer. Et étrangement, je me sentais calme, déterminé, prêt. Marc a répondu à mon message 20 minutes plus tard. D'accord, je serai là. Pas de questions, pas d'hésitation. Il était sûr de lui. Il pensait qu'il pourrait me manipuler, me convaincre qu'Élise exagérait, qu'elle était hystérique, qu'elle mentait. Il avait l'habitude de contrôler les situations, de retourner les choses en sa faveur. Mais cette fois, il ne contrôlerait rien. Cette fois, c'était moi qui tenais les rênes. C'était moi qui décidais du dénouement. Le lendemain, j'ai passé la journée à préparer. J'ai creusé le trou dans la forêt. Un trou profond, 4 mètres de profondeur. Assez large pour qu'un homme y tienne. J'ai travaillé pendant des heures. La terre était dure, compacte. Mes muscles me faisaient souffrir. Mais je continuais. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je pensais à Élise, à Sophie, à toutes les autres victimes de Marc. Je creusais pour elles. Je creusais pour la justice. Une justice que le système n'avait pas pu rendre. Quand le trou a été terminé, je l'ai recouvert de branches et de feuilles, pour qu'il ne soit pas visible, pour que Marc ne se doute de rien. Puis je suis rentré chez moi. J'ai pris une douche. J'ai mis des vêtements sombres. J'ai vérifié que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Élise dormait toujours. Je lui ai laissé un mot. « Je reviens vite. Repose-toi. Tout va s'arranger. » Un mensonge. Enfin, pas vraiment. Tout allait effectivement s'arranger, mais pas de la manière qu'elle imaginait. J'ai pris ma voiture et je suis parti vers la forêt. Il était 21h30. J'étais en avance. Je voulais être sûr que tout était prêt, que rien ne pouvait mal tourner. Je me suis garé près de l'entrée de la forêt. J'ai éteint les phares. J'ai attendu dans l'obscurité. Mon cœur battait fort, trop fort. J'avais peur. Peur de ce que j'allais faire. Peur d'échouer. Peur d'être découvert. Mais j'avais encore plus peur de ce qui arriverait si je ne faisais rien. Si je laissais Marc continuer. Combien d'autres femmes souffriraient? Combien d'autres vies seraient détruites? À 22h pile, j'ai vu les phares d'une voiture approcher. C'était Marc. Il était à l'heure. Toujours ponctuel. Toujours professionnel. Même pour son propre piège. Il est sorti de sa voiture. Il portait un costume. Même dans une forêt, au milieu de la nuit, il portait un costume. Toujours l'apparence. Toujours le masque. Il m'a vu et il a souri. Ce sourire charmant qu'il utilisait pour manipuler tout le monde. « Thomas !» il a dit d'une voix calme. « Je suis content que tu aies voulu me parler. On peut régler ça de manière civilisée. » Civilisée. Le mot m'a donné envie de rire. Il n'y avait rien de civilisé chez cet homme. Rien d'humain. Je lui ai fait signe de me suivre dans la forêt. « On sera plus tranquille là-bas, » j'ai dit. « Personne ne nous dérangera. » Il a hésité une seconde. Une toute petite seconde. Puis il m'a suivi. Son arrogance était plus forte que sa prudence. Il pensait vraiment qu'il pourrait me contrôler, me manipuler. Pauvre idiot. Nous avons marché pendant 10 minutes, en silence. Juste le bruit de nos pas sur les feuilles mortes. Le cri occasionnel d'un oiseau nocturne. La forêt était sombre, oppressante, parfaite pour ce qui allait se passer. Nous sommes arrivés près du trou. Marc ne le voyait pas. Il était bien caché. Je me suis tourné vers lui. « Alors » il a dit. « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» J'ai pris une grande respiration. C'était le moment. Le point de non-retour. Je veux te dire que je sais qui tu es vraiment. Je sais ce que tu as fait à Sophie. Je sais ce que tu fais à Élise. Je sais tout. Le sourire de Marc a disparu. Son visage est devenu dur, froid. Ses yeux se sont rétrécis. Sophie, cette folle, elle t'a raconté ses mensonges? Il essayait encore de manipuler, de retourner la situation. Mais je ne le laisserai pas faire. Ce ne sont pas des mensonges, Marc. J'ai les preuves, les photos, les témoignages. Je sais exactement qui tu es. Un monstre, un prédateur. Marc a ri. Un rire sans joie, un rire glacial. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec tes preuves? Aller voir la police? Ils ne te croiront pas. Je suis avocat. Je sais comment fonctionne le système. Je sais comment détruire des accusations. Tu n'as aucune chance contre moi. Il avait raison. Dans un tribunal, il gagnerait. Il avait les ressources, les connexions, l'expérience. Mais nous n'étions pas dans un tribunal. Nous étions dans une forêt,
au milieu de nulle part. Et les règles étaient différentes ici. Tu as raison, j'ai dit calmement. Le système ne peut pas t'arrêter. Alors je vais le faire moi-même. Marc a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai sorti une matraque de ma poche. Une matraque télescopique que j'avais achetée en ligne. Marc a fait un pas en arrière. Thomas, ne fais pas ça. Tu vas le regretter. Non, j'ai dit. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai frappé. Vite. Fort. La matraque a heurté le côté de sa tête. Marc est tombé. Il n'était pas inconscient, juste étourdi. Il a porté sa main à sa tête. Du sang coulait. Thomas, qu'est-ce que... Il ne pouvait pas finir sa phrase. J'ai frappé à nouveau, cette fois sur sa nuque. Il s'est effondré complètement. Il gémissait faiblement. Je l'ai traîné jusqu'au trou. C'était plus difficile que je l'avais imaginé. Marc pesait lourd, mais l'adrénaline me donnait des forces surhumaines. J'ai enlevé les branches et les feuilles qui recouvraient le trou. Puis, j'ai poussé Marc dedans. Il est tombé avec un bruit sourd. Je l'ai entendu gémir en bas. Il était vivant, parfaitement vivant, exactement comme je l'avais planifié. J'ai pris ma lampe frontale et j'ai regardé dans le trou. Marc était là, au fond. Il bougeait lentement. Il essayait de se lever. Thomas, sa voix était faible, tremblante. Thomas, sors-moi de là, je t'en supplie. Entendre cet homme supplier était étrangement satisfaisant. Cet homme qui avait fait supplier tant de femmes, qui avait ignoré leurs pleurs, leurs supplications. Maintenant, c'était lui qui suppliait. Pourquoi devrais-je? J'ai demandé. Tu n'as jamais eu pitié de tes victimes. Pourquoi devrais-je avoir pitié de toi? Je suis désolé, il a dit. Je suis désolé pour tout. Je changerai. Je jure que je changerai. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Des mensonges. Même maintenant, même face à la mort, il mentait. Les gens comme Marc ne changent jamais. Ils ne peuvent pas changer. Parce qu'ils n'ont pas de conscience, pas d'empathie. Ils sont vides à l'intérieur. Non, j'ai dit simplement. Tu ne changeras jamais. Et je ne peux pas prendre ce risque. J'ai commencé à pelleter la terre dans le trou. Marc a réalisé ce que je faisais. Il a commencé à crier. Non, non! Thomas, arrête! S'il te plaît, ne fais pas ça! Ses cris étaient désespérés, terrifiés. Mais je ne m'arrêtais pas. Je continuais à pelleter. La terre tombait sur lui, centimètre par centimètre. Thomas, je t'en supplie, pense à Élise. Qu'est-ce qu'elle va dire? Élise? J'ai dit en continuant à pelleter. C'est exactement pour elle que je fais ça. Pour qu'elle soit libre. Pour qu'elle n'ait plus jamais à avoir peur de toi. Les cris de Marc devenaient de plus en plus faibles à mesure que la terre s'accumulait. Il essayait de grimper, de sortir du trou. Mais les parois étaient trop hautes, trop lisses. Et je continuais à pelleter, sans arrêt, sans répit. Mes bras me faisaient de mal, mon dos était en feu. Mais je ne m'arrêtais pas. Je ne pouvais pas m'arrêter. Pas maintenant, pas si près du but. Marc pleurait maintenant. Il suppliait. « Thomas, frère, on est famille. Tu ne peux pas faire ça. » Famille. Ce mot sonnait creux venant de sa bouche. Il n'avait jamais traité ma sœur comme de la famille. Il l'avait traitée comme un objet, comme quelque chose qu'il possédait, qu'il pouvait détruire à sa guise. « On n'est pas famille, » j'ai dit. « Tu n'as jamais été de la famille. Tu es un parasite, un virus, et je t'élimine. » La terre atteignait maintenant sa poitrine. Marc avait du mal à respirer. Il toussait. Il crachait de la terre. « S'il te plaît, j'ai peur. Je ne veux pas mourir. » Toutes tes victimes avaient peur aussi, j'ai dit. Elles ne voulaient pas souffrir. Mais tu les as fait souffrir quand même. Encore et encore, sans pitié. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Trop tard pour les excuses, Marc. Beaucoup trop tard. La terre atteignait maintenant son cou. Ses yeux étaient remplis de terreur. Une terreur pure, brute. Il savait que c'était la fin, qu'il n'y avait plus d'échappatoire, plus de manipulation possible, plus de mensonges qui pourraient le sauver. Thomas, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir comme ça. Comment voulais-tu mourir? J'ai demandé avec un calme qui me surprenait moi-même. Dans ton sommeil? Après une longue vie? Après avoir détruit combien d'autres vies? Non, tu meurs maintenant. Ici, comme tu le mérites. J'ai continué à pelleter. La terre atteignait maintenant son menton. Il ne pouvait presque plus parler, juste émettre des sons étouffés, des gémissements de terreur. Puis la terre a recouvert sa bouche, son nez, ses yeux. Il n'y avait plus que le sommet de sa tête qui dépassait. Puis plus rien. Marc était complètement enterré, vivant. Je suis resté là, debout au-dessus du trou, la pelle à la main. J'écoutais. J'entendais des mouvements sous la terre, des spasmes. Marc se débattait. Il essayait de respirer. Mais il n'y avait plus d'air, juste de la terre.
De la terre lourde, compacte, étouffante. Combien de temps peut-on survivre enterré vivant? Quelques minutes. Peut-être 10 si on garde son calme et qu'on gère sa respiration. Mais Mark ne gardait pas son calme. Il paniquait. Alors il consommait son oxygène rapidement. Très rapidement. J'ai attendu 15 minutes. Immobile. Silencieux. Les mouvements sous la terre ont cessé après environ 7 minutes. Mais j'ai attendu plus longtemps. Pour être sûr. Absolument sûr. Quand j'ai été certain que Mark était mort, j'ai fini de combler le trou. J'ai tassé la terre. J'ai remis les feuilles, les branches. J'ai effacé toutes les traces. Le trou était invisible maintenant. Personne ne pourrait le trouver. Personne ne saurait jamais ce qui s'était passé ici. Mark avait disparu. Pour toujours. J'ai ramassé tous mes outils. J'ai vérifié que je ne laissais rien derrière. Aucune preuve, aucune trace. Puis je suis parti. J'ai marché lentement dans la forêt. Mon cœur battait encore vite. Mes mains tremblaient. Mais je ne ressentais pas de culpabilité. Pas de remords. Juste un sentiment étrange de libération, de justice. J'avais fait ce qui devait être fait. J'avais éliminé un monstre. J'avais protégé ma sœur. J'avais vengé Sophie et toutes les autres victimes. Était-ce moralement justifiable? Le système dirait que non. La loi dirait que non. Mais moi, dans mon cœur, je savais que oui, que c'était la seule solution. Je suis rentré chez moi vers minuit. Élise dormait toujours. Elle n'avait pas bougé. Je me suis douché longuement. J'ai lavé mes vêtements. J'ai nettoyé mes outils et je les ai cachés dans mon garage. Tout devait être parfait. Aucune erreur permise. Le lendemain matin, Élise s'est réveillée. Elle semblait aller mieux, moins effrayée, plus déterminée. « Je vais le quitter », elle m'a dit. « Pour de bon cette fois, je ne retournerai jamais avec lui. » J'ai hoché la tête. « C'est la bonne décision. Je suis fier de toi. Tu crois qu'il va me laisser partir ?» Elle a demandé avec une pointe d'anxiété dans la voix. « Ne t'inquiète pas », j'ai répondu. « Je m'occupe de tout. Mark ne te dérangera plus jamais. Je te le promets. » Et c'était vrai. Mark ne la dérangerait plus jamais, parce qu'il était mort, enterré dans une forêt, seul, pour l'éternité. Les jours suivants ont été étranges. Élise essayait d'appeler Mark, il ne répondait pas. Évidemment, elle m'a dit qu'elle trouvait ça bizarre, que d'habitude il la harcelait constamment, qu'il ne la laissait jamais tranquille. Mais là, silence total. Peut-être qu'il a compris, j'ai suggéré. Peut-être qu'il a décidé de te laisser partir. Elle voulait y croire. Mais une partie d'elle était inquiète. Conditionnée par des années de manipulation, elle se sentait presque coupable de ne pas avoir de nouvelles de Mark. C'est à ce point que l'emprise psychologique était forte. Une semaine plus tard, la police est venue me voir. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Avait-il découvert quelque chose? Savait-il? Monsieur Moreau, l'officier a dit. Nous cherchons Mark Dubois. Sa secrétaire a signalé sa disparition. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? J'ai pris une grande respiration. J'avais répété ce moment dans ma tête. J'étais prêt. Il y a environ une semaine, j'ai dit. Ma sœur est venue chez moi après une dispute avec lui. Je lui ai envoyé un message pour lui parler de la situation. Mais il n'a jamais répondu. Vous avez toujours ce message? Oui, bien sûr. Je leur ai montré mon téléphone. Le message que j'avais envoyé à Mark. La preuve que je voulais lui parler. Mais pas la preuve de notre rencontre. Parce que personne ne nous avait vus. Personne ne savait. Merci, l'officier a dit. Si vous avez d'autres informations, contactez-nous. Ils sont partis. J'ai respiré profondément. Première épreuve passée. Mais ce ne serait pas la dernière. L'enquête sur la disparition de Mark a duré plusieurs mois. La police a interrogé tout le monde. Sa famille, ses collègues, ses amis, ses clients. Ils ont fouillé son appartement. Ils ont vérifié ses comptes bancaires. Ils ont analysé son téléphone. Mais ils n'ont rien trouvé. Aucune piste solide. Mark avait simplement disparu. Certains pensaient qu'il avait fui, qu'il avait des dettes cachées, ou des ennemis. D'autres pensaient qu'il avait été victime d'un crime. Mais sans corps, sans preuve, l'enquête piétinait. Élise était déchirée. Une partie d'elle était soulagée de ne plus avoir Mark dans sa vie. Mais une autre partie se sentait coupable. Elle se demandait si sa décision de le quitter avait provoqué sa disparition. Si c'était sa faute d'une certaine manière. Je la rassurais. Je lui disais que ce n'était pas sa faute. Que Mark était responsable de ses propres choix. Que peut-être il avait décidé de partir, de recommencer ailleurs. Avec le temps, Élise a commencé à guérir. Lentement, difficilement. Mais elle guérissait. Elle a commencé une thérapie. Elle a rejoint un groupe de soutien pour victimes de violences domestiques. Elle a repris contact avec d'anciennes amies que Mark l'avait forcée à abandonner. Elle reconstruisait sa vie. Et moi, je la soutenais. À chaque étape. Parce que c'était pour elle que j'avais fait tout ça. Pour qu'elle puisse vivre. Vraiment vivre. Sans peur.
sans violence, sans Marc. Mais les fantômes ne disparaissent pas facilement. Même si Marc était physiquement mort, il hantait encore mes nuits. Je faisais des cauchemars terribles. Je le voyais dans le trou, couvert de terre, ses yeux fixés sur moi avec une terreur absolue. J'entendais ses supplications, ses cris désespérés. Encore et encore. Je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade. Mes draps étaient trempés, mes mains tremblaient. Parfois je restais éveillé toute la nuit, incapable de me rendormir, terrifié à l'idée de replonger dans ces cauchemars, dans ces souvenirs qui me hantaient. Qui refusait de me laisser en paix? Mais alors je pensais à Élise, à son visage tuméfié ce soir-là, aux marques de strangulation sur son cou, à la peur dans ses yeux. Et je savais que j'avais fait la bonne chose, la seule chose possible. Le système avait échoué, la justice avait échoué. Les lois qui sont censées protéger les victimes n'avaient rien fait, rien du tout. Alors j'avais pris les choses en main, j'avais fait ce que personne d'autre n'aurait osé faire. J'avais éliminé un prédateur, un monstre qui détruisait des vies sans aucun remords. Environ 6 mois après la disparition de Marc, l'enquête policière a été classée, sans suite, faute de preuves, faute de pistes. Marc Dubois était officiellement une personne disparue, présumé mort, mais sans confirmation. Son dossier rejoindrait des milliers d'autres, des gens qui disparaissent chaque année, qui ne sont jamais retrouvés, qui deviennent des fantômes, des mystères non résolus. J'ai ressenti un soulagement immense quand j'ai appris la nouvelle. L'enquête était terminée. Je pouvais enfin respirer, enfin dormir sans craindre qu'on frappe à ma porte au milieu de la nuit, que la police vienne m'arrêter, que tout s'effondre. Mais ce soulagement n'a pas duré longtemps, parce qu'un soir, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu, masqué. J'ai hésité. Mon instinct me disait de ne pas répondre, mais la curiosité était plus forte. « Allô ?» j'ai dit prudemment. « Thomas Moreau ?» C'était une voix de femme, jeune, tremblante, remplie d'émotions. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » ? « Je préfère ne pas dire mon nom, » elle a répondu. « Mais je voulais juste vous remercier. Vous remercier pour ce que vous avez fait. » Mon sang s'est glacé dans mes veines. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant 1 seconde. Comment savait-elle ? Qu'est-ce qu'elle savait exactement ? Qui était cette femme ? Je ne comprends pas de quoi vous parlez, j'ai dit, essayant de garder ma voix calme, neutre. Je sais que c'est vous, elle a dit doucement. Je ne sais pas comment vous l'avez fait, et je ne veux pas savoir, mais je sais que c'est vous qui avez fait disparaître Marc Dubois, et je voulais juste vous dire merci, du fond du cœur, merci. Il m'a détruite, il a failli me tuer, mais maintenant il est parti, et je peux enfin respirer, enfin vivre sans avoir peur chaque jour, sans regarder constamment par-dessus mon épaule. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez sauvé tellement de vies. J'étais paralysé, incapable de parler, incapable de réfléchir. Cette femme savait. Elle savait ce que j'avais fait. Mais au lieu de me dénoncer, elle me remerciait. Je ne vous dénoncerai jamais. Elle a continué, comme si elle lisait dans mes pensées. Jamais. Ce que vous avez fait, c'est de la justice. La vraie justice. Celle que les tribunaux ne peuvent pas rendre. Marc méritait ce qui lui est arrivé. Il méritait pire même. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai fixé mon téléphone pendant de longues minutes. Cette conversation m'a bouleversé. Quelqu'un savait. Quelqu'un connaissait la vérité. Mais étrangement, au lieu de me sentir menacé, je me sentais validé. Cette femme, cette victime de Marc, confirmait ce que je savais déjà dans mon cœur. Que j'avais fait ce qui était juste. Que j'avais rendu justice là où le système avait échoué. Les semaines suivantes, j'ai reçu 2 autres appels similaires, 2 autres femmes, anonymes, qui me remerciaient, qui me disaient qu'elles pouvaient enfin dormir la nuit, qu'elles n'avaient plus peur, que la disparition de Marc leur avait redonné leur vie. Comment savaient-elles que c'était moi ? Je ne le saurais jamais. Peut-être qu'elles avaient deviné. Peut-être qu'elles avaient mis les pièces ensemble. Le timing de la disparition de Marc, le fait qu'Élise l'avait quitté juste avant, mon lien avec lui. Peut-être que c'était juste une intuition. Peu importe, elles savaient, et elles gardaient le secret, parce qu'elles comprenaient, parce qu'elles aussi avaient souffert, parce qu'elles savaient que Marc ne méritait aucune pitié. Élise, elle, ne savait rien. Elle pensait encore que Marc avait simplement disparu, qu'il avait peut-être fui, qu'il avait peut-être été victime d'un accident. Elle se reconstruisait lentement. Sa thérapie l'aidait beaucoup. Elle avait trouvé un nouveau travail. Elle avait emménagé dans un nouvel appartement, loin de celui qu'elle partageait avec Marc. Loin des souvenirs, loin de la douleur. Elle souriait à nouveau. Un vrai sourire. Pas le sourire forcé qu'elle affichait quand elle était avec Marc. Un sourire qui venait du cœur, qui illuminait son visage. Mes parents aussi allaient mieux.
Au début, ils étaient choqués par la disparition de Mark. Ils ne comprenaient pas. Ils se posaient 1000 questions. Mais avec le temps, ils ont accepté. Et surtout, ils ont commencé à voir les changements chez Élise. À voir comment elle s'épanouissait sans Mark. Comment elle redevenait elle-même. La fille qu'elle était avant de le rencontrer. Ma mère m'a dit un jour, « Tu sais Thomas, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je suis presque soulagé que Mark soit parti. Élise semble tellement plus heureuse maintenant. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais il n'était pas bon pour elle. Pas du tout. Je n'ai rien répondu. Mais intérieurement, je pensais, « Si seulement tu savais, maman. » Si seulement tu savais à quel point tu as raison. 1 an après la disparition de Mark, Élise a commencé à fréquenter quelqu'un. Un homme doux, attentionné, un professeur de musique, complètement différent de Mark. Il la respectait, il l'écoutait, il ne cherchait jamais à la contrôler. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je l'ai observé attentivement. J'ai cherché les signes, les drapeaux rouges, les indices qui montreraient qu'il était comme Mark, mais je n'ai rien trouvé. Cet homme était sincère, authentique. Il aimait vraiment ma sœur, et elle l'aimait aussi, d'un amour sain, équilibré, pas de l'obsession toxique qu'elle avait vécue avec Mark. Je me suis permis d'être heureux pour elle, de me dire que finalement, tout s'était arrangé, que mon acte terrible avait eu un résultat positif, qu'Élise avait une chance de vivre une vie normale, une vie heureuse, sans violence, sans peur, sans Mark. 2 ans après la disparition de Mark, Élise s'est mariée avec Antoine, le professeur de musique. C'était un petit mariage. Simple, intime, juste la famille et quelques amis proches. J'étais son témoin. Quand je l'ai vue marcher vers l'autel, radieuse dans sa robe blanche, j'ai senti les larmes monter. Des larmes de joie, de soulagement, de fierté. Ma petite sœur avait survécu. Elle avait triomphé. Elle était libre. Pendant la réception, alors que tout le monde dansait et riait, je me suis éclipsé quelques minutes. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de réfléchir. Je suis sorti dans le jardin du restaurant. La nuit était claire. Les étoiles brillaient. J'ai pensé à Mark, à ce qu'il était devenu. Des os, maintenant. Des os enfouis sous 4 mètres de terre dans une forêt que personne ne visite. Son corps s'était décomposé. Il ne restait probablement plus grand-chose de lui. Juste des restes, des fragments. Un squelette anonyme que personne ne trouverait jamais. Et étrangement, cette pensée ne me dérangeait pas. Elle me procurait même une certaine paix. Mark avait été effacé, complètement, définitivement. Il ne pouvait plus faire de mal à personne. Il ne pouvait plus détruire des vies. Il était parti, pour toujours. Thomas? J'ai sursauté. C'était Élise. Elle était sortie me rejoindre. Ça va? Elle a demandé avec inquiétude. Tu avais l'air ailleurs. Oh oui, oui, j'ai répondu en souriant. Je vais bien. Je pensais juste à tout ce que tu as traversé. À quel point tu es forte. À quel point je suis fière de toi. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. Elle a murmuré. Tu as toujours été là pour moi. Toujours. Quand Mark a disparu, tu m'as soutenu. Tu m'as aidé à me reconstruire. Tu es le meilleur grand frère du monde. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Si elle savait ce que j'avais vraiment fait, comment réagirait-elle? Serait-elle horrifiée? Me détesterait-elle? Ou comprendrait-elle? Comprendrait-elle que je l'avais fait pour elle? Pour la sauver? Je ne le saurais jamais, parce que je ne lui dirai jamais. Ce secret, je l'emporterai dans ma tombe. Je t'aime, Élise. J'ai dit simplement. Et je ferai toujours tout pour te protéger. Toujours. Je le sais. Elle a répondu en souriant. Je l'ai toujours su. Nous sommes retournés à la fête. J'ai dansé, j'ai ri, j'ai célébré le bonheur de ma sœur, et pour la première fois depuis 3 ans, je me suis senti en paix, vraiment en paix. Les cauchemars n'avaient pas complètement disparu, mais ils étaient à moins fréquents, moins intenses. Je pouvais dormir la plupart des nuits sans me réveiller en sueur, sans entendre les cris de Mark, sans voir son visage terrifié couvert de terre. Le temps guérissait, lentement, mais sûrement. 3 ans après avoir enterré Mark, j'ai pris la décision de retourner dans la forêt. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour confirmer que tout était toujours intact, que personne n'avait découvert le trou, que mon secret était toujours en sécurité, ou peut-être pour faire une sorte de paix avec ce que j'avais fait, pour fermer ce chapitre définitivement. J'ai conduit jusqu'à la forêt un dimanche matin. Il faisait beau. Le soleil brillait à travers les arbres. Les oiseaux chantaient. C'était presque serein, presque paisible. Difficile d'imaginer qu'un meurtre avait eu lieu ici, que les restes d'un homme étaient enfouis sous mes pieds. J'ai retrouvé l'endroit sans difficulté. Mes pas m'y ont guidé automatiquement, comme si mon corps se souvenait du chemin, comme si cette nuit était gravée dans ma mémoire musculaire. Le sol était exactement comme je l'avais laissé, recouvert de feuilles,
de branches, de mousse. Rien ne trahissait ce qui se trouvait en dessous. Rien ne suggérait qu'un homme avait été enterré vivant ici. La nature avait recouvert mes traces. Elle avait absorbé mon crime. Elle l'avait fait sien. Je me suis agenouillé sur le sol. J'ai posé ma main sur la terre. Je ne regrette rien. J'ai murmuré. Tu as eu ce que tu méritais, Marc. Et je referais exactement la même chose si c'était à refaire. Le vent a soufflé à travers les arbres. Comme une réponse. Comme une approbation. Je suis resté là quelques minutes. Puis je me suis levé et je suis parti. Je ne reviendrai plus jamais ici. La vie a continué. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, les mois en années. Élise et Antoine ont eu un bébé, une petite fille qu'ils ont appelée Emma. Quand j'ai tenu ma nièce dans mes bras pour la première fois, j'ai pleuré. Des larmes de joie pure. Cette petite fille ne connaîtrait jamais la violence. Elle ne connaîtrait jamais la peur. Elle grandirait dans une maison remplie d'amour, avec une mère qui avait survécu à l'enfer et en était ressortie plus forte, et avec un père qui la chérirait, qui la protégerait, qui lui montrerait ce qu'est le vrai amour, un amour sain, respectueux. « Tu veux être son parrain ?» m'a demandé Élise un jour. J'ai accepté sans hésiter. « Je te promets de toujours veiller sur elle, » j'ai dit, « de la protéger, comme je t'ai toujours protégée. » Et je le pensais, de tout mon cœur. Je ferais n'importe quoi pour cette petite fille, exactement comme j'avais fait n'importe quoi pour sa mère, y compris tuer un homme, y compris l'enterrer vivant, y compris vivre avec ce secret pour le reste de ma vie. Mes parents sont devenus grands-parents gâteux. Ils passaient tout leur temps libre avec Emma. Ils la couvraient de cadeaux, d'attention, d'amour. Ma mère me disait souvent « Tu vois, Thomas, finalement tout s'est arrangé. Élise est heureuse. Elle a un mari merveilleux et un bébé magnifique. La vie continue. » Oui, la vie continuait. Mais pas pour Marc. Pour lui, tout s'était arrêté dans cette forêt, dans ce trou, dans la terre froide et humide. Son dernier souffle avait été de la terre. Ses dernières pensées avaient été de terreur, de regret, peut-être, ou peut-être pas. Les psychopathes comme lui sont-ils capables de regretter? Je ne le saurai jamais. Et franchement, je m'en fiche. 4 ans après le meurtre, j'ai rencontré quelqu'un, une femme nommée Claire. Elle était psychologue, spécialisée dans le traitement des traumatismes, ironiquement. Au début, j'hésitais à m'engager avec elle, parce qu'elle était formée pour lire les gens, pour voir au-delà des masques, pour détecter les secrets. Et j'avais le plus grand secret du monde, un secret que je ne pouvais partager avec personne. Jamais. Mais Claire était différente. Elle était douce, compréhensive, patiente. Elle ne posait pas de questions indiscrètes. Elle respectait mes limites. Elle m'acceptait tel que j'étais, sans jugement, sans pression. Nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement. Je lui ai présenté ma famille. Elle s'est tout de suite entendue avec Élise. Elles sont devenues amies. Elles passèrent du temps ensemble, parlaient pendant des heures. Un jour, Élise m'a dit « Claire est parfaite pour toi. Elle te comprend. Elle voit qui tu es vraiment. » Ces mots m'ont glacé. Qui je suis vraiment? Que voyait Claire exactement? Savait-elle? Avait-elle deviné? Non, c'était impossible. J'avais été trop prudent, trop méthodique. Personne ne pouvait savoir. Personne. Mais le doute s'était installé dans mon esprit, et il ne me quitterait plus. Un soir, alors que Claire et moi dînions chez moi, elle m'a posé une question qui m'a paralysé. « Thomas, » elle a dit doucement, « je peux te demander quelque chose? Quelque chose de personnel ?» Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Bien sûr. Est-ce que tu as des regrets dans ta vie? Quelque chose que tu as fait et que tu souhaiterais ne pas avoir fait ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. C'était une question piège. Une question qui pouvait tout révéler. Ou rien. « Non, » j'ai finalement dit. « Je n'ai pas de regrets. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour de bonnes raisons. Pour protéger les gens que j'aime. Et je ne changerai rien. Absolument rien. » Claire m'a regardé intensément. Ses yeux scrutèrent mon visage. Cherchait-il des fissures, des mensonges? « Je te crois, » elle a finalement dit. Et je respecte ça. Parfois, nous devons faire des choses difficiles, des choses que d'autres ne comprendraient pas. Mais tant que nous savons dans notre cœur que c'était juste, c'est tout ce qui compte. A-t-elle su à cet instant? A-t-elle compris ce que j'avais fait? Je ne le saurai jamais. Mais quelque chose a changé entre nous ce soir-là. Un lien s'est créé. Un lien basé sur la compréhension, sur l'acceptation, sur le respect mutuel. 5 ans après avoir tué Marc, je me suis marié avec Claire. C'était un mariage magnifique. Élise était ma témoin. Emma était porteuse de fleurs. Tout était parfait. Pendant notre lune de miel, alors que nous étions allongés sur une plage paradisiaque, Claire m'a pris la main et m'a dit « Tu sais, Thomas, je ne t'ai jamais dit ça, mais je t'admire énormément.
Tu es un homme de principe. Un homme qui fait ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand ça demande des sacrifices. C'est rare de nos jours. Ces mots m'ont touché profondément, plus qu'elle ne pouvait l'imaginer, parce qu'elle parlait de moi comme d'un héros, alors que j'étais un meurtrier. J'avais tué un homme, je l'avais enterré vivant, j'avais écouté ses cris sans pitié, sans hésitation. Comment pouvais-je être un héros? Je ne suis pas un héros, j'ai murmuré. Je suis juste quelqu'un qui fait ce qu'il faut. C'est exactement ça, un héros, elle a répondu en souriant. Quelqu'un qui fait ce qu'il faut, même quand personne ne regarde, même quand personne ne saura jamais. Elle avait raison, d'une certaine manière. Personne ne saurait jamais ce que j'avais fait. Personne ne connaîtrait jamais la vérité. Mais moi, je savais, et je vivrais avec ce savoir pour le reste de ma vie. Était-ce un fardeau? Oui, mais c'était un fardeau que j'acceptais, parce que le résultat en valait la peine. Élise était heureuse. Elle vivait une vie normale. Elle avait une famille, un mari aimant, une fille magnifique. Elle ne se réveillait plus en pleine nuit, terrorisée. Elle ne portait plus de maquillage épais pour cacher des bleus. Elle ne tremblait plus quand quelqu'un levait la voix. Elle était libre, vraiment libre. Et c'était grâce à moi, grâce à ce que j'avais fait cette nuit-là dans la forêt. Les années ont passé. 6 ans, 7 ans, 8 ans. La vie continuait son cours normal. J'avais une carrière réussie, une femme merveilleuse, une famille aimante. De l'extérieur, j'étais un homme ordinaire, un homme banal. Personne ne se doutait de rien. Personne ne savait que j'étais capable de tuer, que j'avais tué, que je porterais ce secret jusqu'à ma mort. Mais parfois, dans les moments de solitude, je repensais à Marc, à ses derniers instants, à la terreur dans ses yeux, à ses supplications, à ses promesses de changer, des promesses vides, des mensonges. Même face à la mort, il mentait encore, il manipulait encore, il essayait encore de se sauver, sans aucune pensée pour ses victimes, sans aucun remords pour ce qu'il leur avait fait. Et à chaque fois que j'y repensais, je me disais la même chose. Il méritait ce qui lui est arrivé. Il méritait chaque seconde de terreur, chaque seconde d'agonie, chaque seconde de cette mort lente et horrible, parce qu'il avait infligé des années de terreur à tant de femmes, des années d'agonie psychologique, des années de mort lente de leur âme. C'était de la justice, une justice poétique, une justice que le système n'aurait jamais rendue. Un jour, alors qu'Emma avait environ 6 ans, elle m'a demandé « Tonton Thomas, pourquoi maman dit toujours que tu l'as sauvée ?» Ma gorge s'est serrée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle dit que quand elle était triste, tu l'as aidée, que tu l'as protégée, que grâce à toi, elle peut être heureuse maintenant. J'ai souri tristement, parce que c'est ce que font les grands frères, ma chérie. Ils protègent de leur petite sœur. Toujours. Tu me protégeras aussi? Toujours. J'ai promis. Personne ne te fera jamais de mal. Je te le promets. Et je le pensais. Si quelqu'un essayait de faire du mal à Emma, je le tuerais aussi, sans hésitation, sans remords, parce que j'avais franchi cette ligne. Et une fois qu'on l'a franchie, c'est plus facile de la franchir à nouveau. Mais j'espérais que ce ne serait jamais nécessaire, que Emma grandirait dans un monde plus sûr, un monde où les prédateurs comme Marc seraient arrêtés avant de pouvoir faire du mal, un monde où la justice fonctionnerait vraiment. 9 ans après le meurtre, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une lettre anonyme. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et mon adresse sur l'enveloppe. Mon cœur s'est mis à battre violemment quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier. Et dessus, quelques mots écrits à la main. « Je sais ce que vous avez fait. Et vous avez fait ce qui était juste. Que Dieu vous bénisse. Sophie, l'ex-femme de Marc. La première victime que j'avais rencontrée. Celle qui m'avait raconté l'horreur de sa vie avec lui. Celle qui m'avait donné les preuves. Elle savait. Depuis le début, elle savait, ou du moins elle s'en doutait fortement, et au lieu de me dénoncer, elle me bénissait. Elle approuvait ce que j'avais fait. J'ai relu la lettre plusieurs fois, puis je l'ai brûlée. Aucune trace ne devait subsister, aucune preuve, mais ces mots restaient gravés dans mon esprit. Vous avez fait ce qui était juste. Avais-je vraiment fait ce qui était juste? Selon la loi, non. J'avais commis un meurtre, le pire des crimes. Je méritais la prison, la condamnation, le jugement. Mais selon une morale plus profonde, plus viscérale, plus humaine, oui, j'avais fait ce qui était juste. J'avais protégé les innocents. J'avais éliminé un danger. J'avais rendu justice là où le système avait échoué. C'est le dilemme moral qui me hantait depuis 9 ans, et qui continuerait à me hanter pour le reste de ma vie. Était-ce du meurtre ou de la justice? Étais-je un criminel ou un justicier? La réponse dépendait de la perspective, de qui racontait l'histoire.
Si la police découvrait la vérité, je serais un meurtrier, un monstre, un homme dangereux qui avait pris la loi entre ses mains. Mais pour les victimes de Marc, pour Élise, pour Sophie, pour toutes ces femmes dont j'avais sauvé les vies sans qu'elles le sachent, j'étais un héros, un sauveur, quelqu'un qui avait eu le courage de faire ce que personne d'autre n'aurait fait. La vérité, probablement, se situait quelque part entre les deux. J'étais un homme ordinaire poussé à l'extraordinaire par des circonstances extraordinaires. Un homme qui avait franchi une ligne qu'il n'aurait jamais cru franchir, qui avait découvert une part sombre de lui-même qu'il ne connaissait pas, une capacité à tuer, à infliger la mort, à le faire sans trembler, sans hésiter. Et cette découverte m'effrayait, parce qu'elle me montrait que tout le monde, absolument tout le monde, est capable du pire dans certaines circonstances, que la ligne entre le bien et le mal est beaucoup plus fine qu'on ne le pense, qu'il suffit parfois d'une seule décision pour basculer d'un côté ou de l'autre. J'avais basculé. J'avais choisi, et je devais vivre avec ce choix, pour toujours. 10 ans après avoir enterré Marc vivant, j'ai célébré mon anniversaire en famille. Élise et Antoine étaient là avec Emma, mes parents, Claire, quelques amis proches. Nous avons mangé, ri, partagé des souvenirs. C'était une soirée parfaite, normale, banale. Personne autour de cette table ne savait qui j'étais vraiment, ce que j'avais fait, le secret que je portais. Je les regardais tous, ces gens que j'aimais, et je me demandais, s'ils savaient, comment réagiraient-ils? Me détesteraient-ils? Me rejetteraient-ils? Ou comprendraient-ils? Accepteraient-ils que parfois, le mal peut servir un but plus grand? Que parfois, pour protéger les innocents, il faut éliminer les coupables? Je ne le saurais jamais, parce que je ne leur dirai jamais. Ce secret mourrait avec moi. « À quoi tu penses ?» m'a demandé Claire en posant sa main sur la mienne. « À rien de particulier, j'ai menti. Je suis juste heureux. Heureux d'être entouré des gens que j'aime. Moi aussi, elle a dit en souriant. Moi aussi. » Mais alors qu'elle se détournait pour parler à quelqu'un d'autre, j'ai surpris son regard. Un regard qui semblait dire « Je sais que tu mens. Je sais que tu penses à quelque chose de profond, de sombre, mais je ne te pousserai pas. Je respecterai tes secrets. » Et j'ai réalisé que c'était ça, l'amour véritable. Accepter l'autre dans sa totalité, même les parties qu'on ne comprend pas, même les secrets qu'on ne partagera jamais, même les ténèbres qu'on préfère garder cachées. 11 ans après le meurtre, j'ai pris une décision. Je voulais faire quelque chose de positif avec le poids de mon acte. Quelque chose qui honorerait les victimes de Marc, qui aiderait d'autres femmes dans des situations similaires. J'ai créé une fondation pour aider les victimes de violences domestiques. Je l'ai appelée Nouvelle Aube, un symbole de renaissance, de nouveau départ. J'ai investi beaucoup d'argent. J'ai recruté des professionnels, des psychologues, des avocats, des travailleurs sociaux. Nous avons ouvert un refuge, un endroit sûr où les femmes pouvaient se cacher de leurs agresseurs, où elles pouvaient reconstruire leur vie. Élise a été ma première bénévole. Quand je lui ai parlé du projet, ses yeux se sont remplis de larmes. « C'est tellement important », elle a dit. « Si seulement quelque chose comme ça avait existé quand j'étais avec Marc, peut-être que j'aurais eu le courage de partir plus tôt. »« Tu as eu le courage au bon moment », j'ai répondu. « Et maintenant, tu peux aider d'autres femmes à trouver le leur. » Élise s'est investie complètement dans la fondation. Elle partageait son histoire avec les victimes. Elle leur montrait qu'il était possible de survivre, de s'échapper, de recommencer. Elle était devenue une inspiration, un symbole d'espoir. Et moi, en la regardant aider toutes ces femmes, je me disais que oui, définitivement, j'avais fait ce qui était juste. Parce que si Élise était morte sous les coups de Marc, toutes ces femmes qu'elle aidait maintenant n'auraient pas eu cette chance, n'auraient pas eu ce soutien, n'auraient pas eu cet espoir. La mort de Marc avait sauvé des dizaines, peut-être des centaines de vies, pas seulement directement, mais aussi indirectement à travers cette fondation, à travers le travail d'Élise. La fondation a grandi rapidement. Nous avons ouvert 3 refuges dans différentes villes. Nous avons aidé plus de 500 femmes en 2 ans. Nous avons sauvé des vies, littéralement. Certaines femmes nous arrivaient au bord du suicide, brisées, détruites, convaincues qu'elles ne méritaient pas mieux, qu'elles étaient responsables de leur propre malheur, exactement comme Marc avait conditionné Élise à le croire, et nous les aidions à voir la vérité, que ce n'était pas leur faute, qu'elles méritaient l'amour, le respect, la dignité, que leurs agresseurs étaient les seuls responsables, que personne ne mérite d'être frappé, humilié, terrorisé, jamais. Un jour, une femme nommée Isabelle est venue au refuge. Elle avait été battue si violemment par son mari qu'elle avait perdu l'usage d'un œil. Elle tremblait constamment. Elle sursautait au moindre bruit.
Elle était l'ombre d'elle-même. Élise a passé des heures avec elle, à l'écouter, à la rassurer, à lui montrer qu'elle n'était pas seule, que nous la protégerions, que son mari ne pourrait plus jamais la toucher. Quelques mois plus tard, Isabelle a commencé à sourire à nouveau, à parler sans trembler, à regarder les gens dans les yeux. Elle a divorcé, elle a trouvé un travail, elle a commencé une thérapie, elle s'est reconstruite. Et un jour, elle est venue me voir. « Merci », elle a dit simplement. « Vous m'avez sauvé la vie. » Ces mots m'ont bouleversé. Parce que moi, j'avais pris une vie pour sauver d'autres vies. J'avais tué un homme. Et maintenant, indirectement, ce meurtre permettait de sauver des femmes comme Isabelle. C'était une justification étrange, tordue, mais c'était une justification quand même. 12 ans après le meurtre, mes parents ont commencé à vieillir. Mon père a eu des problèmes cardiaques. Ma mère a développé de l'arthrite. Je passais beaucoup de temps avec eux, à les aider, à m'occuper d'eux, exactement comme ils s'étaient occupés de moi quand j'étais enfant. Un soir, alors que j'étais seul avec mon père, il m'a dit quelque chose qui m'a surpris. « Thomas, je voulais te dire, je suis fier de toi, fier de l'homme que tu es devenu, fier de ce que tu as fait pour ta sœur. » Mon cœur s'est arrêté. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne suis pas stupide. » Il a dit doucement. « J'ai remarqué comment tu t'es occupé d'Élise après la disparition de Marc, comment tu l'as soutenue, protégée. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec Marc, et je ne veux pas savoir, mais je sais que tu as fait ce qu'il fallait. Quoi que ce soit. » Les mots de mon père m'ont glacé et réchauffé en même temps. Savait-il? Avait-il deviné? Ou parlait-il simplement du soutien émotionnel que j'avais apporté à Élise? Je ne pouvais pas demander de clarification. Ce serait trop risqué. Alors j'ai juste hoché la tête. « Merci, papa. » Il a souri. « Un père, c'est toujours mon fils. » Toujours. Nous n'avons plus jamais reparlé de ce sujet. Mais quelque chose avait changé entre nous. Une compréhension tacite. Un respect mutuel. Peut-être que mon père savait vraiment. Peut-être qu'il approuvait. Ou peut-être que je lisais trop entre les lignes. Que je voyais ce que je voulais voir. Quoi qu'il en soit, cette conversation m'a apporté une certaine paix. Une validation que je ne savais pas avoir besoin. Quelques mois plus tard, mon père est décédé. Crise cardiaque. Rapide. Sans douleur. Il est mort dans son sommeil. Lors de son enterrement, j'ai prononcé l'éloge funèbre. J'ai parlé de l'homme qu'il était. Honnête, travailleur, dévoué à sa famille. Un homme de principe. Mon père m'a appris, j'ai dit, que parfois, faire ce qui est juste n'est pas la même chose que faire ce qui est facile. Que la vraie force, c'est de protéger ceux qu'on aime, même quand ça demande des sacrifices, même quand personne ne saura jamais ce qu'on a fait. Élise pleurait. Claire tenait ma main. Ma mère me regardait avec fierté. Personne ne savait que je parlais aussi de moi-même, de ce que j'avais fait pour Élise, de comment les leçons de mon père m'avaient guidé cette nuit-là dans la forêt. 13 ans après le meurtre, la forêt a pris feu. Un feu de forêt massif causé par la sécheresse et un campeur négligent. Le feu a brûlé pendant des semaines. Des centaines d'hectares ont été détruits. J'ai regardé les nouvelles avec une anxiété croissante. Et si le feu exposait le trou? Et si les restes de Marc étaient découverts? Et si l'enquête était rouverte? Mais quand le feu a finalement été éteint et que les équipes sont entrées pour évaluer les dégâts, rien n'a été trouvé. Le trou était trop profond, trop bien caché. Et même si quelque chose avait été exposé, après 13 ans, il ne resterait que des os anonymes, impossibles à identifier sans ADN. Et personne ne chercherait de l'ADN s'il n'y avait pas de raison de le faire. J'ai respiré à nouveau. Le secret était toujours en sécurité. Marc resterait disparu. Pour toujours. La fondation continuait à prospérer. Nous avions maintenant 6 refuges. Nous avions aidé plus de 1000 femmes. Nous avions sauvé des enfants aussi. Des enfants qui grandissaient dans des foyers violents, qui pensaient que c'était normal, que c'était comme ça que fonctionnaient les familles. Nous leur montrions qu'il existait autre chose, qu'ils méritaient mieux, qu'ils pouvaient échapper au cycle de la violence. Emma, maintenant adolescente, voulait devenir psychologue comme Claire. Elle voulait aider les gens, faire une différence dans le monde. Elle était intelligente, compassionnelle, forte. Elle ressemblait tellement à sa mère, mais une version de sa mère qui n'avait jamais connu la violence, qui n'avait jamais eu à survivre à un monstre comme Marc. Et c'était grâce à moi, grâce à ce que j'avais fait cette nuit-là. Emma pouvait grandir dans la paix, dans la sécurité, sans jamais savoir à quel point elle était passée près de grandir sans mère. Parce que si je n'avais pas agi, Marc aurait fini par tuer Élise. J'en étais convaincu. Ce n'était qu'une question de temps. Sa violence escaladait. Ses accès de rage devenaient plus fréquents, plus intenses. Il perdait le contrôle. Et quand les hommes comme lui perdent le contrôle complètement, ils tuent. 14 ans après le meurtre, j'ai reçu un diagnostic.
Cancer. Stade précoce. Mais cancer quand même. Le médecin m'a dit que les chances de survie étaient bonnes avec un traitement. Chimiothérapie, radiothérapie, peut-être une chirurgie. J'étais évidemment bouleversé, effrayé, mais aussi étrangement calme. Face à la mort, je me suis demandé, si je mourais maintenant, est-ce que je regretterais ce que j'avais fait? Est-ce que je voudrais confesser avant de mourir? Me repentir? Non. La réponse était non. Je ne regrettais rien. Absolument rien. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Le traitement a été difficile, épuisant, douloureux. Mais Claire était là. Élise était là. Ma famille était là. Ils me soutenaient, me donnèrent la force de continuer, de me battre. Pendant ma chimiothérapie, j'avais beaucoup de temps pour réfléchir, pour repenser à ma vie, à mes choix, à ce moment décisif dans la forêt 14 ans auparavant. J'ai réalisé quelque chose d'important. Ce que j'avais fait ne m'avait pas transformé en monstre. Cela m'avait transformé en quelque chose de plus complexe. En un homme capable de faire le mal pour servir le bien. Un homme qui comprenait que la moralité n'est pas toujours noire ou blanche, qu'elle existe dans des nuances de gris, que parfois les bonnes personnes doivent faire de mauvaises choses pour protéger les innocents. Est-ce que cela me rendait dangereux? Peut-être, mais seulement pour ceux qui méritèrent de craindre, pour les prédateurs, pour les monstres, pour les hommes comme Marc. Les innocents n'avaient rien à craindre de moi. J'étais leur protecteur, leur gardien silencieux, quelqu'un prêt à franchir la ligne que d'autres ne franchiraient jamais, quelqu'un prêt à porter le poids de cette décision pour que d'autres n'aient pas à le faire. Après 6 mois de traitement, les médecins m'ont déclaré en rémission. Le cancer était parti. J'avais survécu. J'ai célébré avec ma famille. Nous avons organisé une grande fête. Tout le monde était là. Les bénévoles de la fondation, les femmes que nous avions aidées, mes amis, ma famille. C'était une célébration de la vie, de la survie, de la résilience. Isabelle, la femme qui avait perdu un œil, est venue me voir. Vous nous avez montré comment survivre, elle a dit. Et maintenant, vous nous montrez comment continuer à se battre même face au cancer. Vous êtes une inspiration. Une inspiration. Moi, un meurtrier. C'était tellement ironique, tellement absurde, mais aussi tellement beau d'une certaine manière, parce que du mal que j'avais commis était né tant de bien, tant de vies sauvées, tant de femmes libérées, tant d'espoirs restaurés. 15 ans après le meurtre, Élise et moi avons eu une conversation que nous n'avions jamais eue. Nous étions seuls, assis sur un banc dans un parc. Elle regardait Emma jouer au loin avec des amis. Tu sais, Thomas, elle a commencé lentement. Je n'ai jamais vraiment compris ce qui est arrivé à Marc. Mon cœur a bondi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a juste disparu, du jour au lendemain. Ce n'était pas son genre. Marc aimait le contrôle. Il n'aurait jamais abandonné comme ça. Il m'aurait harcelé, poursuivi, essayé de me récupérer. J'ai gardé le silence, attendant, craignant ce qui allait suivre. Pendant longtemps, je me suis demandé ce qui s'était vraiment passé. Elle a continué. J'ai eu des théories, des soupçons, mais je n'ai jamais voulu les explorer, parce que, honnêtement, je ne voulais pas savoir. Elle s'est tournée vers moi. Nos yeux se sont rencontrés. Tout ce que je sais, elle a dit doucement, c'est que tu m'as sauvé la vie, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, je ne veux pas savoir comment. Mais je sais que sans toi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Emma ne serait pas là. Ma vie ne serait pas ce qu'elle est. Des larmes coulaient sur ses joues. Alors quoi que tu aies fait, Thomas, quoi que ce soit, je te remercie, du fond du cœur, et je ne te jugerai jamais, jamais. Elle savait, pas tous les détails, pas la méthode exacte, mais elle savait l'essentiel, que j'avais fait quelque chose de terrible, et elle m'acceptait quand même. Elle me remerciait même. J'ai pris sa main. Je t'aime, Élise, et je ferai n'importe quoi pour toi, n'importe quoi. Je sais, elle a murmuré. Je l'ai toujours su. Nous sommes restés assis là en silence, main dans la main, frères et sœurs, liés par un secret que nous ne nommerions jamais, mais qui existait entre nous, clair comme le jour. Cette conversation m'a libérée d'un poids que je ne savais même pas porter, le poids de garder le secret devant Élise, de lui mentir. Maintenant, nous avions une compréhension mutuelle, une acceptation. Elle savait, et elle approuvait. Et cela changeait tout. Je n'étais plus seul avec mon secret. Élise le portait avec moi, sans connaître les détails, mais en comprenant l'essence, en acceptant ce que j'avais fait, en me remerciant même pour ça. 16 ans après le meurtre, ma mère est décédée. Vieillesse. Elle s'est endormie paisiblement, entourée de sa famille. Lors de son enterrement, j'ai réalisé que j'étais maintenant l'aîné de la famille, le patriarche, celui vers qui tout le monde se tournait pour des conseils, pour du soutien, pour de la force.
C'était une responsabilité que je prenais au sérieux, parce que j'avais appris que parfois, être fort signifie faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, porter des fardeaux que les autres ne peuvent pas porter, protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. La Fondation était maintenant une organisation nationale reconnue. Nous avions 10 refuges à travers le pays. Nous avions aidé plus de 3000 femmes. Nous avions changé des lois, influencé des politiques publiques. Élise était devenue la directrice. Elle donnait des conférences. Elle témoignait devant des commissions parlementaires. Elle était devenue une voix puissante pour les victimes de violences domestiques. Une voix qui ne pouvait pas être ignorée. Et tout ça, tout ce bien, découlait indirectement de ce que j'avais fait dans cette forêt, du meurtre de Marc. C'était la plus étrange des rédemptions. Racheter un meurtre non pas par le repentir, mais par le bien qui en découlait, par les vies qui étaient sauvées grâce à lui. 17 ans après le meurtre, j'ai reçu un prix humanitaire pour mon travail avec la Fondation. Lors de la cérémonie, devant des centaines de personnes, j'ai prononcé un discours. La violence domestique détruit des vies, j'ai dit. Elle brise des familles, elle tue des femmes, elle traumatise des enfants. Pendant trop longtemps, notre société a fermé les yeux, a minimisé, a trouvé des excuses. Mais nous ne pouvons plus nous permettre de rester silencieux. Nous devons agir, nous devons protéger les victimes, et nous devons tenir les agresseurs responsables, par tous les moyens nécessaires. Cette dernière phrase était chargée de sens, pour moi du moins. Par tous les moyens nécessaires, y compris le meurtre, c'était ce que je croyais, ce que j'avais démontré. Mais évidemment, je ne pouvais pas le dire explicitement. Après le discours, plusieurs personnes sont venues me féliciter, me serrer la main, me remercier pour mon travail. L'une d'elles était une femme d'environ 50 ans. Elle s'est approchée, a pris ma main et a murmuré quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. « Je sais ce que vous avez fait à Marc Dubois. Et vous êtes mon héros. » Puis elle est partie avant que je puisse répondre, avant que je puisse demander qui elle était, comment elle savait. Mon cœur battait à tout rompre. Combien de personnes savaient? Combien de victimes de Marc avaient deviné, mis les pièces ensemble? Et pourquoi aucune d'elles ne m'avait dénoncé? La réponse était évidente. Parce qu'elles comprenaient, parce qu'elles savaient que Marc méritait son sort, parce qu'elles étaient reconnaissantes, parce que dans leur cœur, elles savaient que ce que j'avais fait était de la justice, même si la loi ne serait jamais d'accord. 18 ans après le meurtre, Emma est entrée à l'université. Elle étudiait la psychologie, comme prévu. Elle voulait se spécialiser dans le traitement des traumatismes, continuer le travail de Claire, aider les victimes. Un soir, elle est venue dîner chez nous. Pendant le repas, elle m'a posé une question. « Tonton Thomas, est-ce que tu crois en la justice vigilante ?» J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. Claire m'a regardé avec curiosité. « Qu'est-ce qui te fait poser cette question ?» J'ai demandé prudemment. « On en a parlé en cours de philosophie. » Emma a expliqué. Le prof a demandé si c'était jamais justifiable de prendre la loi entre ses mains, quand le système judiciaire échoue. « Qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai pris mon temps avant de répondre. « Je pense, » j'ai dit lentement, « que c'est une question compliquée. En théorie, la loi devrait suffire. Nous avons un système judiciaire pour une raison. Mais en pratique, ce système échoue parfois. Il laisse des coupables libres. Il laisse des victimes sans protection. Et dans ces cas-là, je comprends pourquoi quelqu'un pourrait sentir qu'il doit agir. Mais c'est du meurtre, Emma a insisté. Comment ça peut être justifiable? Le meurtre, j'ai répondu, est un terme légal. Mais moralement, tuer quelqu'un pour protéger des innocents, c'est différent de tuer par cupidité ou par cruauté. Les intentions comptent. Le contexte compte. Claire m'observait intensément. Emma réfléchissait à mes mots. « Donc tu penses que parfois c'est acceptable ?» Emma a demandé. « Je pense, » j'ai dit, « que chaque situation est unique. Et que juger quelqu'un qui a pris une décision impossible dans des circonstances impossibles, c'est facile quand on n'a jamais été dans cette position. » Emma a hoché la tête pensivement, absorbant mes mots comme une éponge. « Merci, tonton. Ça me donne vraiment matière à réflexion. » La conversation a glissé vers d'autres sujets plus légers, mais je sentais le regard de Claire sur moi, ce regard pénétrant qu'elle avait parfois, comme si elle lisait à travers mes mots, à travers mon masque, directement dans mon âme. Après qu'Emma soit partie, Claire et moi nous sommes retrouvés seuls dans le salon. Le silence s'est installé, pas un silence inconfortable, plutôt un silence chargé de non-dits, de vérités que nous ne prononcerions jamais à voix haute. « Tu sais, » Claire a finalement dit, « dans mon métier, j'ai appris que chaque personne porte des secrets, des choses qu'elle ne partagera jamais, et c'est normal, c'est humain. » Je l'ai regardée, attendant la suite. Certains secrets sont lourds, elle a continué. Ils pèsent sur l'âme, ils rongent de l'intérieur. Mais d'autres secrets sont comme des armures. Ils protègent,
Ils permettent de continuer à vivre, à fonctionner, à aimer. Elle s'est approchée de moi, a pris mes mains dans les siennes. Je ne veux pas connaître tous tes secrets, Thomas. Je ne te demanderai jamais de me les révéler. Tout ce que je veux, c'est que tu saches que je t'aime, inconditionnellement. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu feras, je serai toujours là. Ces mots m'ont brisé et réparé en même temps. Elle savait, sans savoir les détails, elle savait l'essentiel, qu'il y avait quelque chose de sombre dans mon passé, quelque chose que je ne pouvais pas partager, et elle m'acceptait quand même, elle m'aimait quand même. Je t'aime aussi, j'ai murmuré, la voix brisée par l'émotion. Plus que tu ne peux l'imaginer, nous sommes restés enlacés longtemps, deux âmes qui se comprenaient sans avoir besoin de mots, deux personnes liées par un amour qui transcendait le jugement, qui transcendait la morale, qui existait simplement, pur et entier. 19 ans après le meurtre, la Fondation a reçu une donation massive, 1 million d'euros d'un donateur anonyme. L'argent est arrivé avec une simple note, pour continuer le travail, pour protéger les innocents, pour que justice soit faite. Élise et moi avons regardé cette note longuement. Nous savions tous les deux d'où venait vraiment cet argent. De quelqu'un qui savait, de quelqu'un qui approuvait, de quelqu'un qui voulait que le bien-né de mon acte continue à se multiplier. Peut-être Sophie, peut-être une autre victime de Marc. Peu importait. Ce qui importait, c'est que nous pouvions maintenant ouvrir 3 nouveaux refuges, aider encore plus de femmes, sauver encore plus de vies. Le cercle vertueux continuait. Un meurtre avait engendré tant de bien. C'était paradoxal, dérangeant, mais indéniable. 20 ans après le meurtre, j'ai décidé de retourner dans la forêt une dernière fois. C'était un pèlerinage, une façon de fermer le cercle, de faire la paix avec ce que j'avais fait. J'y suis allé seul, un matin brumeux d'automne. La forêt était magnifique, silencieuse, paisible. Les feuilles tombaient doucement, créant un tapis doré sur le sol. J'ai marché lentement, suivant un chemin que mes pieds semblaient reconnaître par cœur. Même après 20 ans, je savais exactement où aller. Comme si mon corps avait mémorisé chaque arbre, chaque tournant. Quand je suis arrivé à l'endroit, je me suis arrêté. Le sol était recouvert de végétation luxuriante, de fleurs sauvages, de mousse. La nature avait complètement récupéré ce lieu. Elle avait transformé une tombe en jardin, un lieu de mort en lieu de vie. Je me suis agenouillé. J'ai posé ma main sur la terre humide. 20 ans, Marc, j'ai murmuré. 20 ans que tu pourris sous cette terre. 20 ans que tu ne peux plus faire de mal. 20 ans que tes victimes peuvent enfin respirer. Le vent a soufflé à travers les arbres, faisant bruisser les feuilles, comme une réponse, comme un assentiment. Je ne regrette rien, j'ai continué. Pas une seconde. Tu méritais ce qui t'est arrivé. Tu méritais pire même. Et si je devais recommencer, je le ferais. Sans hésitation, j'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément l'air de la forêt. Frais, pur, vivifiant. Merci, j'ai murmuré. Non pas à Marc, mais à l'univers, à la vie, pour m'avoir donné la force de faire ce qui était nécessaire, pour m'avoir permis de protéger ma sœur, pour avoir transformé mon acte terrible en quelque chose de plus grand, en une fondation qui sauvait des vies, en un héritage de protection et d'espoir. Je suis resté dans la forêt pendant plus d'1 heure, assis sur le sol, le dos contre un arbre, réfléchissant à ces 20 dernières années, à tout ce qui avait changé, à tout ce qui était resté pareil. Ma vie extérieure était belle. J'avais une femme merveilleuse, une famille aimante, une carrière réussie, une fondation qui faisait une différence réelle dans le monde. Mais intérieurement, je portais toujours ce secret, ce poids, cette connaissance de ce que j'étais capable de faire, de ce que j'avais fait. Cela me rendait-il dangereux? Oui, probablement. Pour ceux qui méritèrent de craindre. Cela me rendait-il mauvais? Je ne le pensais pas. Pas vraiment. J'avais fait quelque chose de terrible. Mais pour les bonnes raisons, avec les bonnes intentions. Pour protéger, pour sauver, pour rendre justice. Et le résultat parlait de lui-même. Combien de vies avaient été sauvées directement parce que Marc n'existait plus? Élise. Toutes les femmes qui l'auraient continué à torturer. Toutes les femmes qui l'auraient violée, battue, détruite. Et indirectement, à travers la fondation, des milliers d'autres femmes avaient été aidées. Des milliers de vies transformées. Tout ça parce que j'avais eu le courage de franchir la ligne, de faire ce que personne d'autre n'aurait fait. J'ai regardé le ciel à travers les branches. Des nuages blancs dérivaient lentement. Des oiseaux chantaient. La vie continuait. Toujours. Imperturbable. Indifférente aux drames humains. Aux choix impossibles. Aux secrets enterrés. Finalement, je me suis levé. J'ai épousseté mes vêtements. J'ai pris une dernière grande respiration. Au revoir, Marc, j'ai dit à voix haute.
Je ne reviendrai plus jamais ici. Tu resteras ici pour l'éternité. Oublié, effacé, comme si tu n'avais jamais existé. Et c'était exactement ce qu'il méritait. L'effacement complet, l'oubli total. Même son nom n'était plus prononcé. Les gens avaient oublié. Seules ses victimes se souvenaient. Et elles préféraient oublier aussi. Préféraient tourner la page, continuer leur vie sans son ombre qui planait au-dessus d'elles. En quittant la forêt, je me suis senti plus léger, comme si j'avais déposé un fardeau. Pas le secret lui-même, je le porterai toujours, mais le poids émotionnel, la culpabilité résiduelle, le questionnement, tout ça, je l'avais laissé dans la forêt, avec Marc, enterré pour toujours. 21 ans après le meurtre, Emma a obtenu son diplôme de psychologie. Elle a décidé de travailler pour la fondation, de suivre les traces de sa mère, de continuer le travail que nous avions commencé. Lors de sa cérémonie de remise de diplôme, elle a prononcé un discours. Ma mère m'a appris que survivre ne suffit pas. Elle a dit qu'il faut prospérer, qu'il faut transformer notre douleur en force, notre trauma en compassion, notre histoire en inspiration. Elle m'a regardé directement. Et mon oncle m'a appris que protéger les autres est la plus noble des missions, que parfois, pour faire le bien, il faut être prêt à tout sacrifier, y compris sa propre paix intérieure. Ces mots m'ont transpercé. Comprenait-elle vraiment ce qu'elle disait? Savait-elle ce que j'avais sacrifié, ce que je portais? Après la cérémonie, elle est venue me voir. « Je sais que tu as fait quelque chose, » elle a murmuré. « Je ne sais pas quoi, mais je sais que ma mère ne serait pas là sans toi. Que je ne serais pas là sans toi. Alors merci, pour ton sacrifice, quel qu'il soit. » Elle m'a embrassé sur la joue et elle est partie rejoindre ses amis. J'étais figé, bouleversé. Même la génération suivante savait, ou du moins devinait. Le secret n'en était plus vraiment un. C'était devenu une vérité non dite, une connaissance partagée sans être jamais verbalisée. Ma famille entière savait probablement. Élise certainement. Claire très probablement. Emma apparemment. Mes parents avaient su avant de mourir. Et tous, absolument tous, avaient choisi de protéger ce secret. De me protéger. Parce qu'ils comprenaient. Parce qu'ils acceptaient. Parce qu'au fond, ils savaient que j'avais fait ce qui était juste. 22 ans après le meurtre, un journaliste a contacté la Fondation. Il écrivait un article sur les personnes disparues, sur les affaires non résolues. Marc Dubois faisait partie de sa liste. Il voulait interviewer Élise, recueillir son témoignage sur la disparition de son ex-mari. Mon cœur s'est arrêté quand Élise m'a appelé pour me le dire. « Qu'est-ce que je fais ?» Elle a demandé. « Tu refuses. » J'ai dit immédiatement. « Tu dis que c'est trop douloureux, que tu as tourné la page, que tu ne veux pas revivre ça. » « D'accord. » Elle a répondu. « C'est ce que je vais faire. » Mais le journaliste était persistant. Il a insisté. Il a contacté d'autres personnes qui connaissaient Marc. Il creusait. Pendant plusieurs semaines, j'ai vécu dans l'angoisse. Et si le journaliste découvrait quelque chose? Et si quelqu'un parlait? Et si après 22 ans tout s'effondrait? Je ne dormais presque plus. Je sursautais à chaque coup de téléphone, à chaque sonnerie à la porte. Claire s'en est rendue compte. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a demandé un soir. « Tu es tendu, anxieux. C'est à cause de ce journaliste ?» Oui, j'ai admis. Je ne veux pas qu'Élise doive revivre tout ça. Qu'elle doive parler de Marc, de ce qu'il lui a fait. Je comprends, Claire a dit. Mais tu sais, parfois parler peut être libérateur, thérapeutique. Pas cette fois, j'ai répondu fermement. Pas avec Marc. Certaines choses doivent rester enterrées. Claire m'a regardé longuement. Oui, elle a finalement dit. Certaines choses doivent rester enterrées. Le double sens de ces mots n'a échappé à personne. Elle savait, elle comprenait, et elle me soutenait. Finalement, l'article est paru. Le journaliste avait écrit sur une dizaine de cas de personnes disparues. Marc était mentionné brièvement, juste quelques lignes. Marc Dubois, avocat, disparu il y a 22 ans. Aucune trace retrouvée. L'enquête a été classée. Sa veuve a refusé de commenter. C'était tout. Quelques lignes anonymes. Marc était devenu une statistique. Un nom dans une liste. Rien de plus. Exactement comme il le méritait. L'article n'a eu aucun impact. Personne ne s'en est soucié. Le monde avait oublié Marc Dubois. Il n'était plus qu'une note de bas de page. Un mystère mineur que personne ne cherchait vraiment à résoudre. J'ai respiré à nouveau. Le danger était passé. Le secret était toujours en sécurité. 23 ans après le meurtre, j'ai eu 65 ans, l'âge de la retraite. J'ai décidé de me retirer de mes activités professionnelles, de consacrer tout mon temps à la fondation, à ma famille, à profiter de la vie que j'avais construite. Élise dirigeait maintenant la fondation de Main de Maître.
Elle n'avait plus besoin de moi pour les opérations quotidiennes, mais je restais dans le conseil d'administration. Je donnais des conseils. Je participais aux décisions importantes. Emma travaillait dans l'un de nos refuges. Elle était exceptionnelle avec les victimes. Elle avait cette capacité innée à les comprendre, à les mettre à l'aise, à leur donner l'espoir qu'elles pouvaient s'en sortir. Claire et moi avons commencé à voyager, à voir le monde, à vivre les expériences que nous avions toujours repoussées. Un jour, alors que nous étions à Paris, assis dans un café sur les Champs-Élysées, Claire m'a pris la main. « Tu es heureux ?» elle a demandé. « Oui », j'ai répondu honnêtement. « Je suis heureux, malgré tout, peut-être même à cause de tout. »« Moi aussi », elle a souri. « Tu sais, au début de notre relation, j'avais peur. Peur de ce que je pressentais chez toi, cette obscurité, ce secret. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est ce qui te rend qui tu es. Un homme capable de tout pour protéger ceux qu'il aime. Et c'est exactement ce que je veux dans ma vie. Même si ça signifie être avec quelqu'un capable de... Je n'ai pas fini ma phrase. Surtout si ça signifie ça, elle a interrompu. Parce que je sais que tu ne ferais jamais de mal à quelqu'un qui ne le mérite pas. Que tu ne franchirais cette ligne que si c'était absolument nécessaire. Pour protéger, pour sauver. Jamais par égoïsme ou cruauté. Elle me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. 24 ans après le meurtre, Élise a publié un livre. Un mémoire sur sa survie, sur sa vie avec Marc, sur sa reconstruction. Elle y racontait tout. Les abus, la violence, la manipulation, la peur. Elle ne donnait pas beaucoup de détails sur la disparition de Marc, juste qu'un jour, il était parti. Et qu'elle avait pu enfin respirer, commencer à guérir. Le livre est devenu un best-seller. Des milliers de femmes se reconnaissaient dans son histoire. Elles lui écrivaient, la remerciaient, lui disaient qu'elle leur avait donné le courage de partir, de quitter leurs agresseurs, de recommencer leur vie. Lors d'une séance de dédicace, une femme s'est approchée d'Élise. « Votre histoire m'a sauvé la vie », elle a dit. « J'étais sur le point d'abandonner, de retourner avec mon ex. Mais votre livre m'a montré que je pouvais survivre, que je méritais mieux. » Élise avait les larmes aux yeux. « Vous méritez mieux », elle a confirmé. « Toutes les femmes méritent mieux. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. » Regardant cette scène de loin, j'ai ressenti une fierté immense. Ma sœur avait transformé sa douleur en force, son trauma en inspiration. Et tout ça n'aurait pas été possible si Marc était encore vivant, s'il l'avait encore sous son emprise, si je n'avais pas agi cette nuit-là. 25 ans après le meurtre, j'ai reçu un diagnostic médical inquiétant. Le cancer était de retour, plus agressif cette fois. Le médecin m'a donné quelques années au maximum, peut-être moins. J'ai encaissé la nouvelle avec un calme qui m'a surpris moi-même. Face à la mort, je n'avais pas peur, pas vraiment. J'avais vécu une vie pleine. J'avais aimé. J'avais été aimé. J'avais fait une différence. J'avais protégé ceux que j'aimais. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus? Je veux qu'on en profite, j'ai dit à Claire. Qu'on vive chaque jour comme si c'était le dernier. Qu'on ne gâche pas de temps sur des regrets ou des peurs. D'accord. Elle a accepté, les larmes aux yeux. On va vivre, vraiment vivre. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons voyagé encore plus. Nous avons passé du temps avec la famille, avec les amis. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons vécu intensément. Élise était dévastée par la nouvelle. « Je ne peux pas te perdre », elle pleurait. « Tu es mon roc, mon protecteur. Tu n'as plus besoin de protecteur, » j'ai répondu doucement. « Tu es forte maintenant, plus forte que tu ne l'imagines. Et tu as Antoine, tu as Emma, tu as toute une communauté qui te soutient. Mais ce ne sera jamais pareil. » Elle a insisté. « Tu as toujours été là pour moi. Toujours. Et je serai toujours là, j'ai promis. Même quand je serai parti. Je vivrai à travers toi, à travers Emma, à travers toutes les femmes que tu aides. Mon esprit ne te quittera jamais. Nous avons pleuré ensemble, frères et sœurs, liés par plus que le sang, liés par un secret, par une compréhension mutuelle, par un amour inconditionnel. 26 ans après le meurtre, ma santé a commencé à décliner rapidement. Le cancer se propageait. Les traitements ne fonctionnaient plus. Les médecins ont suggéré les soins palliatifs, de rentrer chez moi, de passer mes derniers mois dans le confort, entouré de ceux que j'aimais. Un soir, alors que j'étais seul avec Élise, elle m'a posé la question que j'attendais depuis des années. « Thomas », elle a commencé prudemment, « je sais que tu vas bientôt partir, et il y a quelque chose que je dois savoir avant, pas pour me rassurer, pas pour juger, juste pour savoir, pour comprendre complètement. » J'ai attendu. Mon cœur battait lentement, calmement. « Marc », elle a continué, « sa disparition. C'était toi, n'est-ce pas? Le moment de vérité était arrivé. Après 26 ans, après avoir gardé ce secret jalousement, après l'avoir protégé de toutes mes forces,
C'était le moment de le partager, de le verbaliser, pour la première et dernière fois. Oui, j'ai dit simplement. C'était moi. Élise a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Comment? Elle a murmuré. Je l'ai enterré vivant. J'ai répondu. Dans une forêt, loin d'ici, là où personne ne le trouverait jamais. Le silence était assourdissant. Élise respirait difficilement, digérant l'information, la confirmant ce qu'elle savait déjà dans son cœur. Mais entendre les mots, entendre la vérité crue, c'était différent. Il a souffert? Elle a finalement demandé. Oui, j'ai dit honnêtement. Il a supplié, il a pleuré, il a promis de changer, mais je ne l'ai pas écouté. Je l'ai enterré vivant. Je l'ai laissé mourir lentement, seul, dans le noir, sous la terre. Élise a ouvert les yeux. Elle m'a regardé intensément. Et puis, contre toute attente, elle a souri. Un sourire triste, mais un sourire quand même. Merci, elle a murmuré. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir libéré. Merci d'avoir porté ce poids pour moi. Pour que je n'aie pas à le faire. Je referai exactement la même chose. J'ai dit, sans hésitation, parce que tu es ma sœur, et je t'aime plus que tout au monde. Nous nous sommes enlacés, pleurant ensemble, libérés enfin du non-dit, du secret qui flottait entre nous depuis 26 ans. Maintenant, il était verbalisé, partagé, accepté. Je ne le dirai jamais à personne, Élise a promis. Jamais. Ce secret mourra avec nous. Je sais, j'ai répondu. Je l'ai toujours su. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Le poids s'était allégé. Le secret avait été partagé. Et j'avais été accepté. Complètement. Sans jugement. Sans condition. C'était tout ce dont j'avais besoin. 27 ans après le meurtre, j'étais confiné au lit. Le cancer avait gagné. Mon corps s'affaiblissait chaque jour. Mais mon esprit restait clair, lucide. J'avais demandé à mourir chez moi, entouré de ma famille. Pas dans un hôpital froid et impersonnel. Claire était constamment à mes côtés. Elle me tenait la main, me parlait doucement, me lisait des livres. Élise venait tous les jours. Elle s'asseyait près de moi. Nous partagions des souvenirs. Nous rions de nos aventures d'enfance. Nous pleurions parfois aussi. Emma venait souvent. Elle me racontait son travail à la fondation, les femmes qu'elle aidait, les vies qui étaient transformées. Tu as créé quelque chose de magnifique, elle me disait. Quelque chose qui continuera longtemps après toi. C'est ton héritage, mon héritage. Un mot intéressant, parce que mon véritable héritage était double. D'un côté, la fondation, les milliers de vies sauvées, l'espoir donné, la justice apportée aux victimes. De l'autre côté, un meurtre, un acte terrible, une ligne franchie. Et bizarrement, les deux étaient inextricablement liés. L'un n'aurait pas pu exister sans l'autre. Un soir, Claire et moi étions seuls. Elle me caressait les cheveux doucement. « Tu as peur ?» elle a demandé. « De mourir ?» « Non, » j'ai répondu. « J'ai fait ce que je devais faire. J'ai vécu pleinement. J'ai aimé. J'ai protégé. Je pars en paix. » « Et Marc ?» elle a osé demander. « Tu penses à lui ?» « Parfois, » j'ai admis. Mais pas avec regret, plutôt avec une certaine satisfaction. Il est là où il doit être, enterré, oublié, effacé. « Tu crois qu'il y a quelque chose après ?» Claire a demandé. « Un jugement? Un paradis? Un enfer? Je ne sais pas. » J'ai répondu honnêtement. « S'il y a un Dieu, j'espère qu'il comprendra. Que parfois, pour protéger les innocents, il faut éliminer les coupables. Que la justice divine n'est pas si différente de la justice humaine. Et si tu es jugé, alors je plaiderai ma cause. » J'ai souri faiblement. J'expliquerai pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et j'accepterai le verdict, quel qu'il soit. Claire a embrassé mon front. « Tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. » Elle a murmuré. « Et je suis fier d'avoir été ta femme. » Quelques jours plus tard, j'ai réuni toute ma famille. Claire, Élise, Antoine, Emma. Je voulais leur parler une dernière fois, leur dire ce qui devait être dit. « Je veux que vous sachiez, » j'ai commencé difficilement, « que vous avez été la plus grande joie de ma vie. Chacun de vous. Vous m'avez donné un sens, un but, une raison de me battre. » Ils pleuraient tous, mais ils écoutaient. « Élise, » j'ai dit en me tournant vers ma sœur, « tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as survécu à l'enfer, et tu as transformé cette survie en mission. En aide pour les autres. Je suis tellement fier de toi, tellement fier de la femme que tu es devenue. » Elle sanglotait. « Emma, » j'ai continué, « tu es l'avenir. Tu représentes tout ce qui est bon dans ce monde. Continue ton travail. Continue à aider, à protéger, à donner de l'espoir. C'est le plus bel héritage que tu puisses porter. » Emma serrait la main de sa mère. Les larmes coulaient librement. « Claire, » j'ai dit à ma femme, « tu m'as accepté.
complètement, sans jugement. Tu as vu mes ténèbres, et tu as choisi de rester quand même, de m'aimer quand même. C'est le plus beau cadeau que quelqu'un m'ait jamais fait. Claire embrassait ma main, incapable de parler. Et je veux que vous sachiez tous, j'ai conclu, que je ne regrette rien. Absolument rien. Chaque décision que j'ai prise, je l'ai prise par amour, par nécessité de protéger, et je partirai en paix en sachant que vous êtes en sécurité, que vous êtes heureux, que vous continuerez à vivre pleinement. On t'aime, Élise a murmuré. On t'aime tellement. Je vous aime aussi, j'ai répondu, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Cette nuit-là, alors que tout le monde était parti et que je me retrouvais seul dans le noir, j'ai repensé à Marc une dernière fois, à ses derniers moments, à sa terreur, à ses supplications, et j'ai réalisé quelque chose. Je ne ressentais toujours aucun remords, aucune culpabilité, juste la certitude d'avoir fait ce qui était juste, même face à la mort, même face au jugement potentiel de l'au-delà. Je ne changerais rien, absolument rien. 28 ans après le meurtre, je sentais que la fin approchait. Mon corps s'éteignait lentement. Chaque respiration demandait un effort. Chaque battement de cœur semblait être le dernier. Mais mon esprit était étrangement clair, presque euphorique, comme si approcher de la mort apportait une clarté ultime, une compréhension profonde de ce qu'avait été ma vie. Une nuit, j'ai fait un rêve étrange. J'étais de retour dans la forêt, debout au-dessus du trou où j'avais enterré Marc. Mais cette fois, au lieu de terre, le trou était rempli de lumière. Une lumière douce, chaude, accueillante, et des voix s'élevaient de cette lumière. Des dizaines de voix, des centaines peut-être, des voix de femmes. Merci, elles chuchotaient. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir arrêté le monstre. C'étaient les victimes de Marc. Toutes les femmes qui l'auraient détruite si je ne l'avais pas arrêté. Toutes les vies qui avaient été épargnées grâce à mon acte. Et dans ce rêve, je comprenais. Je comprenais que ce que j'avais fait transcendait la simple justice ou vengeance. C'était un acte de protection cosmique, un rééquilibrage de l'univers, une correction nécessaire. Je me suis réveillé en paix, plus en paix que je ne l'avais jamais été. Claire dormait à côté de moi sur un fauteuil. Elle refusait de me laisser seule. Même la nuit, même quand elle était épuisée. « Claire », j'ai murmuré. Elle s'est réveillée immédiatement. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as besoin de quelque chose ? » « Non », j'ai souri faiblement. « Je voulais juste te dire que tu m'as rendu heureux, vraiment heureux. Malgré tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, tu m'as accepté, tu m'as aimé, et ça a fait toute la différence. » Elle s'est approchée, a pris ma main. « Et toi, tu m'as montré ce qu'est le vrai courage, la vraie force. Ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de faire ce qui doit être fait, même quand c'est terrifiant, même quand personne ne saura jamais. Je t'aime, j'ai murmuré. Je t'aime aussi, elle a répondu, et je t'aimerai toujours. Les jours suivants ont été un brouillard. La douleur était intense malgré la morphine. Mais je ne me plaignais pas. J'acceptais. C'était le prix à payer pour une vie bien vécue, pour des décisions prises, pour des actions entreprises. Élise passait ses journées à mon chevet. Elle me racontait des histoires de la Fondation, des femmes qui avaient trouvé le courage de partir, des enfants qui grandissaient maintenant dans des foyers sûrs, des vies transformées. « Tu vois, » elle disait, « ce que tu as fait, ça continue à sauver des vies. Chaque jour, c'est comme des ondulations dans l'eau. Elles ne s'arrêtent jamais. Elles continuent à se propager. Pour toujours, c'est ce que j'espérais. » J'ai murmuré. Que quelque chose de bon sortirait de ce que j'ai fait. Que ce ne serait pas juste un acte de violence, mais quelque chose de plus grand. C'est exactement ça, Élise a confirmé. Quelque chose de beaucoup plus grand. Un jour, alors que je dérivais entre conscience et inconscience, j'ai entendu des voix. Des médecins peut-être. Ou ma famille. Ils parlaient de moi. C'était un homme bon, quelqu'un disait. Il a fait tellement de bien dans ce monde. Il a sauvé ma vie, c'était la voix d'Élise. Et tant d'autres vies. Il était extraordinaire. Un véritable héros. Une autre voix ajoutait. Emma probablement. Un héros. Moi. L'homme qui avait tué quelqu'un. Qui l'avait enterré vivant. Qui avait écouté ses cris sans pitié. Était-ce vraiment héroïque ou était-ce monstrueux? La réponse, je l'ai compris, dépendait de la perspective. Pour Marc, j'étais un monstre, un meurtrier, un bourreau. Pour ses victimes, j'étais un sauveur, un libérateur, un héros. La vérité était probablement quelque part entre les deux. J'étais un homme, juste un homme, qui avait fait un choix impossible, qui avait vécu avec ce choix, qui en était mort en paix.
29 ans après le meurtre, j'ai senti que c'était ma dernière journée. Mon corps s'éteignait, mon cœur ralentissait, ma respiration devenait superficielle. Toute ma famille était là, autour de mon lit, tenant mes mains, pleurant doucement. « Ne pleurez pas », j'ai murmuré avec difficulté. « J'ai eu une belle vie, j'ai aimé, j'ai été aimé, j'ai fait une différence. Que peut-on demander de plus ? Reste encore un peu. » Élise suppliait. « S'il te plaît, pas encore. Mon temps est venu. » J'ai répondu. Et je pars sans regret, sans peur, en sachant que vous serez bien, que vous continuerez le travail, que mon héritage vivra à travers vous. J'ai regardé chacun d'eux une dernière fois. Claire, ma femme dévouée. Élise, ma sœur courageuse. Emma, l'avenir incarné. Antoine, le protecteur qui avait pris ma place. Mes yeux se fermaient doucement. La fatigue était immense. Mais je voulais dire une dernière chose, quelque chose d'important. Écoutez-moi bien, j'ai murmuré. Ils se sont tous penchés plus près. Ce que j'ai fait, il y a 29 ans, ce n'était pas parfait, ce n'était pas légal, mais c'était nécessaire. Élise serrait ma main plus fort. Dans ce monde, j'ai continué péniblement, il y a des monstres, des gens qui blessent, qui détruisent, qui tuent, et parfois, le système ne peut pas les arrêter, ne veut pas les arrêter. Je respirais difficilement entre chaque phrase. Quand ça arrive, quand les innocents souffrent et que personne ne fait rien, alors quelqu'un doit agir, quelqu'un doit franchir la ligne, quelqu'un doit faire ce qui est nécessaire. Papa l'aurait compris. Élise a murmuré. Il a compris. Oui, j'ai souri faiblement. Il a compris. Parce qu'un père ferait n'importe quoi pour protéger ses enfants. Exactement comme un frère ferait n'importe quoi pour protéger sa sœur. Les larmes coulaient sur le visage d'Élise. Marc était un monstre, j'ai dit clairement malgré ma faiblesse. Il méritait ce qui lui est arrivé, et je ne m'excuserai jamais pour ça. Jamais. Même devant Dieu lui-même. Tu n'as pas à t'excuser. Claire a dit fermement. Tu as fait ce qui était juste. Promettez-moi quelque chose, j'ai demandé. Tous, tout ce que tu veux. Emma a répondu. Promettez-moi de continuer, de protéger les victimes, d'arrêter les prédateurs, par tous les moyens nécessaires, légaux de préférence. Mais si le système échoue, si les innocents souffrent, n'ayez pas peur de franchir la ligne, comme je l'ai fait. Il y a eu un silence. Puis Élise a hoché la tête. Je le promets. Moi aussi, Emma a ajouté. Nous le promettons. Claire a confirmé. Bien, j'ai murmuré. Très bien. Je sentais la vie me quitter. Lentement, paisiblement. Il y a une forêt, j'ai commencé à dire. À 2 heures d'ici, Saint-Michel. Élise a hoché la tête. Elle savait déjà. Marc y est. 4 mètres sous terre. Personne ne le trouvera jamais. On sait. Élise a murmuré. Et ton secret est en sécurité. Pour toujours. Merci, j'ai chuchoté. Pour tout. Pour votre amour. Pour votre acceptation. Pour votre compréhension. Non, Élise a dit en pleurant. Merci à toi. Pour nous avoir sauvés. Pour avoir eu le courage de faire ce que personne d'autre n'aurait fait. Mon esprit commençait à dériver. Des images défilaient. Ma vie entière. Les bons moments. Les mauvais. Et cette nuit dans la forêt. Cette nuit qui avait tout changé. Je voyais Marc. Son visage terrifié. Ses yeux suppliants, sa bouche ouverte dans un cri silencieux alors que la terre le recouvrait. Et je ne ressentais toujours aucun remords. Juste la certitude que c'était nécessaire, que c'était juste. Je vois quelque chose, j'ai murmuré. Quoi ? Claire a demandé. De la lumière, j'ai répondu. Une lumière magnifique. Et des voix, tellement de voix. Elle me remercie. Elle m'appelle. Qui ? Élise voulait savoir. Les femmes, j'ai souri. Toutes les femmes que j'ai sauvées. Celles que je connaissais, celles que je ne connaîtrai jamais. Elles sont là, elles m'attendent. Alors va, Élise a murmuré en pleurant. Va vers elles, tu as mérité ta paix. Je vous aime, j'ai dit une dernière fois. Je vous aime tellement. On t'aime aussi, ils ont répondu en chœur. Et puis, je me suis laissé aller. J'ai lâché prise. J'ai laissé la lumière m'envelopper, m'emporter, me libérer. Ma dernière pensée n'était pas pour Marc, pas pour le meurtre, pas pour le secret. Ma dernière pensée était pour l'amour, pour ma famille, pour toutes les vies sauvées, pour le bien qui était né du mal, pour la justice qui avait été rendue. Et je suis parti en paix, complètement en paix, sans regret, sans peur, sans culpabilité, juste avec la certitude absolue que j'avais fait ce qui était juste, que j'avais vécu une vie qui comptait, que mon héritage continuerait longtemps après moi, et que quelque part, dans une forêt lointaine, sous 4 mètres de terre, Marc Dubois pourrissait. Oublié, effacé, exactement comme il le méritait.
Justice avait été rendue. Pas par les tribunaux, pas par la loi, mais par moi, par mes mains, par mon courage, par mon amour pour ma sœur. Et c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était parfait. Thomas Moreau est mort un mardi matin, paisiblement, entouré de sa famille, à l'âge de 68 ans. Les journaux ont publié de longs articles nécrologiques. Philanthrope et fondateur de Nouvelle Aube, Thomas Moreau laisse derrière lui un héritage de compassion et de protection pour les victimes de violences domestiques. Des centaines de personnes sont venues à son enterrement. Des femmes qui l'avaient aidé, des bénévoles de la fondation, des amis, des collègues. Tous pleuraient l'homme qu'il avait été, l'homme bon, l'homme généreux, l'homme qui avait fait une différence. Aucun d'eux ne connaissait la vérité complète, le secret qu'il avait porté pendant presque 30 ans. Seuls quelques-uns savaient. Élise, Claire, Emma, peut-être quelques victimes de Marc qui avaient deviné, mais tous gardèrent le silence. Protégés à sa mémoire, honorés à son sacrifice. Lors de la cérémonie, Élise a prononcé l'éloge funèbre. Mon frère, elle a commencé, la voix brisée par l'émotion, était l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu. Il m'a protégé quand j'étais faible. Il m'a soutenu quand j'étais brisé. Il m'a sauvé quand je ne pouvais pas me sauver moi-même. Elle a fait une pause. Les larmes coulaient librement. Certaines personnes parlent de héros comme de personnages de fiction, avec des capes et des super-pouvoirs, mais les vrais héros sont ordinaires. Ils font des choses extraordinaires dans des circonstances impossibles. Ils prennent des décisions que personne d'autre ne prendrait. Ils portent des fardeaux que personne d'autre ne pourrait porter. Elle regardait le cercueil. Thomas était ce genre de héros. Il a fait des choses difficiles, des choses que beaucoup ne comprendraient pas, mais il les a faites par amour, par nécessité de protéger. Et grâce à lui, je suis ici aujourd'hui. Ma fille est ici, et des milliers de femmes sont en sécurité. L'assemblée écoutait en silence. Certains hochaient la tête, d'autres pleuraient. Mon frère m'a appris, Élise a continué, que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever, que la vraie justice n'est pas toujours dans les livres de loi. Elle est dans le cœur, dans la conscience, dans le courage de faire ce qui est juste même quand c'est terrifiant. Elle a pris une grande respiration. Thomas, où que tu sois maintenant, je veux que tu saches. Tu as réussi. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé tant d'autres. Et ton héritage vivra pour toujours, à travers la fondation, à travers les vies que nous continuerons à sauver, à travers l'espoir que nous continuerons à donner. Repose en paix, mon frère. Tu l'as mérité. Le cercueil a été descendu dans la terre, exactement comme Marc avait été enterré presque 30 ans auparavant. Mais la différence était immense. Thomas était entouré d'amour, de respect, de gratitude. Marc était seul, oublié, maudit. L'un était pleuré, l'autre avait été effacé. C'était la différence entre un homme qui protégeait et un homme qui détruisait, entre un héros et un monstre. Après la cérémonie, Claire, Élise et Emma sont restées près de la tombe. Il avait raison, Emma a dit doucement. Surtout, parfois, il faut franchir la ligne, pour protéger, pour sauver. Oui, Élise a confirmé. Et nous continuerons son travail. Nous protégerons les victimes. Nous arrêterons les prédateurs, par tous les moyens nécessaires, comme il nous l'a fait promettre. Il serait fier, Claire a ajouté, de vous deux, de ce que vous deviendrez, de comment vous honorerez sa mémoire. Elles sont restées là encore quelques minutes, puis elles sont parties, laissant Thomas reposer en paix, son secret enterré avec lui, son héritage vivant à travers elle. Les semaines suivantes, la Fondation a reçu des centaines de dons, en mémoire de Thomas. Les gens voulaient honorer son travail, continuer sa mission. L'argent a permis d'ouvrir 3 nouveaux refuges, d'embaucher plus de personnel, d'aider encore plus de femmes. Le bien continuait à se multiplier, né d'un acte terrible, mais transformé en quelque chose de beau, de puissant, de salvateur. Et quelque part, dans une forêt maintenant protégée, sous 4 mètres de terre recouverte de végétation luxuriante, Marc Dubois restait, enterré, oublié, effacé de ce monde. Exactement comme Thomas l'avait prévu, exactement comme il le méritait. 2 hommes, 2 destins. L'un pleuré et célébré, l'autre maudit et effacé. C'était ça la vraie justice. Pas celle des tribunaux, pas celle des lois, mais celle du cœur, celle de la conscience, celle de l'amour qui protège à tout prix. Thomas Moreau avait tué un homme. C'était un fait, un crime, un meurtre. Mais il avait aussi sauvé des dizaines de vies, directement et indirectement. Il avait créé une fondation qui continuerait à sauver des milliers d'autres. Il avait montré que parfois, pour faire le bien, il faut être prêt à faire le mal, que la moralité n'est pas noire ou blanche, qu'elle existe dans des nuances de gris,
et que les vrais héros sont ceux qui naviguent dans ce gris, qui font des choix impossibles, qui portent des fardeaux insupportables, pour que d'autres n'aient pas à le faire. Voilà l'histoire de Thomas Moreau. L'histoire d'un homme ordinaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de terrible, quelque chose de nécessaire, quelque chose qu'il n'a jamais regretté. Et maintenant vous savez la vérité qui paralyse, la vérité qui force à questionner tout ce que vous croyez sur la justice, la moralité, le bien et le mal. Alors, qu'en pensez-vous? Thomas était-il un héros ou un monstre? La réponse, comme toujours, dépend de vous, de votre perspective, de vos valeurs, de votre propre boussole morale. Mais une chose est certaine, il a enterré vivant son beau-frère, et il est mort en paix, sans regret, sans remords, convaincu jusqu'à son dernier souffle qu'il avait fait ce qui était juste. Et peut-être, juste peut-être, il avait raison. Fin.